Il se faisait brutalement frapper par son ancien coéquipier. Autrefois, il était le plus grand génie de l'épée de tous les temps. Mais il y a 3 ans, Ransen a été envoyé en mission impossible. Il est revenu estropié, avec une main et une jambe en moins, tout ça à cause de la jalousie de son coéquipier. Maintenant, il était battu et humilié chaque jour. Mais un jour, il a ouvert un livre étrange écrit dans une langue qu'il ne savait même pas pouvoir lire. Le livre s'est mis à briller, et il a disparu. Il s'est retrouvé dans un donjon 10 000 ans dans le passé. Là, il a obtenu un objet légendaire et est retourné dans le présent. Cet objet a libéré son pouvoir scellé et a guéri ses bras et ses jambes. Et maintenant, le maître épéiste Ransen était prêt à commencer sa vengeance. Mais avant cela, aux abords de la ville de Kushan, un château solitaire se dressait en silence. Un groupe d'hommes entre dans le hall principal. L'un d'eux se demande si l'information est fausse, mais y croit car elle vient du seigneur Xéou. Il demande alors s'il est le seul à ne voir aucune bête démoniaque, pas même une fourmi. Le subordonné commente que la rumeur de l'arrivée du chef Naji a dû se répandre. Son compagnon convient que cela serait logique. Il se retrouve dans une vaste salle maintenant en ruine. L'un des hommes se demande quel est cet endroit, car il n'était pas sur la carte. Un autre pointe vers une sortie avec un escalier menant vers le haut. Devant eux se trouve un escalier dans un couloir. Le subordonné regarde la carte et dit qu'il devrait monter, car l'autre chemin semble de mauvais augure. Naji se souvient que le gang des îles Néon était censé s'occuper de l'étage supérieur. Il pointe alors vers le couloir et déclare qu'ils iront par là, et d'un geste ordonne au groupe d'avancer. Mais le subordonné remet en question cet ordre soudain. Naji insiste pour qu'il y aille. Le laquais obéit alors à son chef et se retourne pour partir. Sous le regard du commandant, il entre dans le couloir sombre. De là, il se retourne et signale qu'il n'y a rien. Un autre homme signale également à Naji qu'il n'y a rien alors qu'une créature émerge derrière lui. La bête attaque l'homme. Une meute de loups émerge de l'obscurité. Les créatures avancent, puis toute la meute sort en courant du couloir. Une barrière s'élève du sol, bloquant le passage. L'un des hommes réagit à l'apparition des créatures. Le groupe se retrouve maintenant encerclé par des loups au milieu du hall. L'un d'eux demande ce qu'ils vont faire avec autant de bêtes démoniaques. Le commandant l'attrape et lui retourne la question. Il crie que s'ils veulent vivre, ils doivent se battre. Puis il ordonne à ses hommes de bouger et de bloquer les créatures. Les bêtes avancent et attaquent le reste du groupe. Naji, le chef du groupe, se plaque contre le mur puis laisse tomber son épée au sol. Un des loups bondit vers lui pour l'attaquer, mais la créature est touchée au cou par une flèche. L'homme regarde le corps de la bête tomber devant lui. Le loup gît maintenant mort sur le sol. À l'étage supérieur, un archer demande s'ils veulent de l'aide. Le commandant le reconnaît et appelle son frère, Ransen. Ransen atterrit au sol et commente que le timing était parfait. Il dit alors à Naji de bien regarder. Ransen empoigne son arme et déclare que c'est le niveau d'un maître épéiste. Le loup s'élance alors pour attaquer, mais il transperce la créature par la gueule. D'un seul coup, il coupe l'animal en deux. Les autres bêtes se précipitent vers lui. Ransen attaque alors et abat toute la meute d'un seul coup. Les hommes restants célèbrent la victoire du nouveau venu. Ransen se tient maintenant au milieu des corps des loups. Naji s'approche et le complimente, disant qu'un maître épéiste est d'un tout autre niveau. Il se demande alors quelle récompense le comte Xéou lui donnera. Naji prétend qu'il aurait pu gérer tout ça tout seul. Mais Ransen répond qu'il n'est de premier ordre qu'avec sa bouche, car sa maîtrise de l'épée est de bas niveau. Il lui conseille alors de s'entraîner davantage s'il veut devenir plus fort. Naji acquiesce avec un sourire aux lèvres. Il déclare alors qu'il devra le faire. Dans les ruines des Ilnion, dans la ville de Kushan, un camp a été installé. Bersan court vers Ransen et lui demande la raison de son retard. Ransen s'excuse et dit que des événements imprévus se sont produits. Bersan l'informe que le comte Xia était là et que la situation n'est pas bonne. Ransen demande alors ce qui s'est passé. Il lui tend un parchemin et dit que le comte a emmené les enfants. Ransen ouvre le parchemin pour lire le message, mais son contenu le laisse sous le choc. Le parchemin lui ordonne de tuer Delcasieux en retour. Le comte de sang Delcasieux est un puissant vampire qui possède du sang pur. C'est aussi le maître épéiste qui dirige la ville de Casieux, ce qui est en fait l'ennemi juré de Seiya. Et pour recevoir le soutien de Seiya, ils finissent par faire toutes sortes de basses besognes pour lui. Le prince Ransen voulait seulement quitter cet endroit avec les enfants et vivre en paix. Mais Bersin déplore d'avoir été loyal à ce misérable pendant plus de 10 ans. Ransen se prépare à partir avec ses compagnons. Son compagnon essaie de l'arrêter, lui rappelant que le comte Delkesheu est un vampire de sang pur. Mais il répond qu'il n'a aucune raison de vivre sans ses frères. L'homme lui demande où il croit aller dans son état, alors qu'il vient à peine de rentrer. Il répond alors qu'ils ne peuvent pas se permettre de perdre plus de temps car les enfants ont été enlevés. Bursin insiste sur le fait que c'est trop dangereux, car il a des vampires de niveau spécialiste sous ses ordres. Ransen l'appelle alors par son nom, Ser Bursin, et déclare que c'est un ordre. L'homme baisse la tête et acquiesce en s'adressant à lui par votre Altesse. Ransen ordonne alors à Sir Berson de rester en arrière et de s'occuper de ses frères. Il promet qu'il gagnera à coup sûr en retour pour tout arranger. Berson regarde Ransen et son groupe s'éloigner. Il serre alors le poing et décide que cette fois, il ne peut pas obéir à cet ordre. En l'an continental 1337, le 11 mars, le royaume de Van Roa est en flammes.
La reine du royaume de Vanroa leur ordonne de prendre Ransen et de partir, disant qu'elle les retiendra. Mais Bersoun, le commandant des chevaliers, refuse et déclare qu'il restera pour protéger la reine. La reine dit alors à Sir Bersin que ce qu'il doit protéger maintenant, c'est la lignée du royaume de Vanroa. Il hésite à exécuter l'ordre. S'agenouillant devant le second prince, elle lui ordonne de survivre à tout prix. Elle lui rappelle alors qu'il doit également accomplir son devoir envers la famille royale. Le prince dit à sa mère qu'il ne veut pas fuir seul. Elle retire alors son collier et le place autour de son cou, affirmant que cela l'aidera sûrement. Avec une dernière requête, elle lui demande de restaurer la famille royale de Vanroa. Bersin jure de consacrer sa vie à servir son Altesse alors que le ciel brûle dans les flammes. Incapable même de mourir, il s'échappe de justesse en n'emportant que le second prince. Il n'a pas réussi à les protéger alors que la capitale brûlait, et il a été forcé de fuir sans pouvoir protéger ni le roi ni la reine. De tous les jours, ce jour-là était précisément le 13e anniversaire de son Altesse, le second prince. Le prince qui a été témoin de la mort de sa famille a regardé le ciel en flammes alors que le royaume de Vanroa touchait à sa fin. Le royaume, avec ses 500 ans d'histoire, avait péri. Ils ont atteint la voie de fuité, avec les derniers héritiers nobles et 20 chevaliers, se sont préparés à traverser la frontière. En avril de l'année continentale 1337, ils naviguent sur une mer déchaînée. Au milieu de la tempête, le groupe réussit à traverser la frontière pour entrer à Raxium. Le 23 août de la même année, ils arrivent enfin à leur destination. Le groupe entre à Roberland, une terre sans loi qui abrite des criminels et des fugitifs du monde entier. Après 2 mois dans la ville de Cuchan, de nombreux chevaliers sont morts en chemin, et il n'en reste plus que 12. Le second prince, Ransen, est maintenant le seul héritier légitime, avec les derniers successeurs des familles nobles. Ils doivent les protéger même si le déshonneur et la misère les attendent. Leur voyage les mène au château du comte d'Elcasio dans la ville de Casu. À travers une fenêtre, ils aperçoivent une salle remplie de corps. Bersan se ferait un chemin à travers les ennemis à l'intérieur du château. Il appuie sur sa blessure et se dit de tenir encore un peu. Puis il court vers l'endroit où se trouve son Altesse Ransen, et il prie pour qu'il soit sain et sauf. Il atteint finalement une double porte tachée de sang et l'ouvre. Bersan s'arrête en voyant ce qui se trouve à l'intérieur. La salle du trône est détruite et remplie de corps. En haut de l'escalier, Delcachu gît mort sur son trône, une épée plantée dans sa poitrine. Bersan regarde autour de lui et demande ce qui s'est passé. Après avoir entendu une toux, il aperçoit Ransen dans les escaliers et l'appelle. Ses yeux s'écarquillent à cette vue. Le prince gît sur les marches, grièvement blessé. Ransen dit que tout est déjà terminé. Bersan demande si c'est vraiment terminé. Il se souvient alors de la promesse qu'il a faite à la reine de protéger la lignée des Vanroa. Il se demande si tout leur désespoir et leur espoir se termineront vraiment ainsi. Avec une expression déterminée, il refuse d'accepter une telle fin. Il déclare alors que ça ne peut pas se terminer comme ça. Le poing serré, il s'approche du corps de Ransen au sol. Bersan le porte sur son dos, déterminé à sauver son Altesse. 3 ans plus tard, la vie continue dans les ruines d'Aignon, dans la ville de Cuchan. 2 enfants courent et jouent ensemble à travers le village. Un jeune homme avec une prothèse de bras travaille sur un chantier de construction. Ransen s'arrête un instant lorsque Bersan l'appelle. L'homme plus âgé marche vers lui. Du haut d'une échelle, Ransen remarque son arrivée. La prothèse de sa jambe glisse de la marche et il perd l'équilibre. Bersan le soutient et lui demande s'il va bien, mais Ransen veut savoir ce que le comte a dit. Il répond que, comme toujours, le comte lui a dit d'attendre encore un mois. Ransen dit qu'ils peuvent se débrouiller pour l'instant, et qu'ils le redemanderont le mois prochain. Bersan lui rappelle qu'il lui avait dit de ne pas faire ce genre de choses. Mais Ransen répond avec un sourire qu'il ne peut pas demander aux enfants de le faire. Son compagnon commente alors que ses enfants ont déjà grandi. Même s'ils ont grandi, Ransen commence à dire quelque chose. Bersan l'interrompt et devine qu'il allait dire qu'il les protégerait. Ransen termine alors en disant qu'il regretterait de ne pas avoir l'élixir, et l'homme est d'accord. Connu comme la potion de vie, l'élixir est un ancien miracle trouvé il y a 200 ans dans le donjon d'Aignon. Il déclare que ce n'est qu'une vieille histoire. Ransen demande alors quel est le rapport avec lui, et Bersan décide de ne rien dire de plus. L'homme plus âgé suppose qu'un miracle comme celui-là ne se reproduira plus. 3 jeunes courent vers eux en appelant le maître. Il lui crie de faire attention car quelque chose tombe du ciel. Ransen lève le bras et attrape une épée qui tombe. L'arme à la main, il prévient qu'il vient de réparer le toit et qu'il ne le refera pas. Il rend alors l'épée au garçon et lui conseille de ne plus jamais la lâcher. Le garçon se justifie en disant qu'il la tenait fermement. Mais Ransen explique qu'il ne s'agit pas de serrer l'épée fermement. Il démontre qu'il faut camper ses jambes et répartir le poids sur tout le corps. Et ensuite, il faut visualiser l'adversaire dans son esprit. Il se souvient de sa propre bataille. Dans son souvenir, il était acculé et blessé. Delcasio bondit vers lui pour l'attaque finale. Le comte a balancé son épée dans une frappe féroce. Delcasio lui a dit que plus on a de choses à protéger, plus les pensées deviennent lourdes. Puis le vampire lui a ordonné de mourir, mais Ransen a réussi à bloquer le coup avec son épée. Il a déclaré qu'il ne pouvait pas mourir car il avait quelque chose à protéger. Delcasio l'a attrapé et a porté une autre attaque. Le sang a giclé sur son visage alors qu'il se défendait. Dans son souvenir,
Il porte le coup final contre le comte. Il serre fermement l'épée en bois. Bersan et le garçon le regardent tandis que la poutre en bois au-dessus d'eux se fend. Le garçon commente que l'instructeur Ransen a mis le mannequin en bois en pièces. Ransen regarde le mannequin d'entraînement maintenant fendu en deux. Il s'excuse en expliquant qu'il essayait seulement de démontrer le coup et qu'il va le réparer. Un autre garçon court vers lui en appelant l'instructeur Ransen. Le jeune homme arrive et annonce qu'il y a un gros problème. Il dit que Daisy et Seclin ont des ennuis. L'expression de Ransen change instantanément. À l'intérieur d'un bâtiment, il se rend compte que quelque chose ne va pas. Il court dans le couloir, déclarant que c'est plus qu'une querelle d'enfants car il sent le sang. Ransen crie alors pour appeler les enfants. Dans une salle, Daisy et Seclin se font face avec des épées. La fille est Daisy de la famille Ilnion. Le garçon est Seclin de la famille Ilnion. Nagy le salue et commente que ça fait un bail, frère Ransen. Ransen le regarde fixement, sérieusement. Le vassal de Nagy Xia lui demande ce qu'il croit faire. Il explique ensuite qu'ils sont au milieu d'un entretien. Ransen répète le mot, remettant en question l'entretien. Nagy dit que s'il montre du potentiel, il pense en faire sa lignée directe. Il demande alors comment il ose mélanger son sang au leur. Nagy l'appelle frère et commence à dire que même devenir la plus basse des lignées serait mieux. Ce serait mieux que d'être sous le commandement d'un estropié brisé et sans membres. Alors le protagoniste demande si le comte Xia est au courant de cela. Nagy dit que son frère ne comprend vraiment pas la situation et demande s'il pense qu'une personne occupée se soucie de questions futiles. Ransen demande s'il est venu de son propre chef, même en sachant que c'est le territoire de leur famille. Il confirme qu'il le savait et qu'il est venu à cause d'une rumeur selon laquelle le grand maître épéiste Ransen a perdu ses membres, et tout ça à cause de quelques morveux. Ransen s'interroge sur ce qu'il vient d'entendre. Nagy le nargue, lui demandant s'il peut même les protéger avec ce corps. Il lui ordonne de laisser les enfants tranquilles et de partir en silence, sinon il le tuera. Nagy se moque alors de lui et lui demande s'il a seulement le pouvoir de faire ça. Ransen se précipite et l'attaque d'un coup de poing. Mais deux des hommes de Nagy bloquent son attaque avec leurs épées. Il déclare alors qu'ils ne sont pas de taille et leur dit de ne pas sous-estimer un maître épéiste. Ursin les avertit de ne pas sous-estimer un maître épéiste alors que Ransen croise le fer avec les deux hommes. Il resserre alors sa prise sur la garde de son épée. D'un seul mouvement, il envoie ses deux adversaires valser. Nagy fait alors l'éloge de Ransen, disant qu'il est toujours aussi incroyable. Ransen commente que les nouveaux venus de nos jours n'ont aucune crainte. Nagy lui demande simplement de ne pas être si dur. Mais Delcachu intervient, déclarant que leur adversaire est un monstre. Ransen remarque que Nagy semble toujours peu sûr de lui en sa présence. Delcachu répète le mot peu sûr de lui avec un sourire, puis demande si cette insécurité est envers lui, sous le regard de Daisy et Seclin. Nagy dégaine alors son épée. Ransen réalise qu'il n'y a pas d'issue dans son état actuel. Il se prépare à décider du combat d'un seul coup. En un instant, Ransen se jette sur Nagy et le frappe. Nagy parvient à bloquer l'attaque de Ransen avec son épée, mais Ransen déclare qu'il l'a eu. Puis il déchaîne une rafale de coups. Nagy contre-attaque d'un seul coup de taille. Ensuite, les lames des deux s'entrechoquent. La lame de Ransen se brise sous l'impact. Il demande alors à Ransen ce qui lui est arrivé, et Nagy révèle que son noyau est complètement détruit, ce que Ransen met en doute. Il demande ensuite si Ransen pensait vraiment qu'il n'atteindrait pas les plus hauts rangs. Nagy lève son épée et déclare que c'est pourquoi les lignées sont supérieures. Il se tourne vers Ransen et demande ce qu'il devrait faire de lui maintenant. Nagy suggère alors de les tuer un par un, sous le regard de Daisy et Seclin. Bersuin resserre sa prise sur son épée, se disant que s'il se bat, il perdra de toute façon. Il rengaine alors son arme. Bersuin se contente d'interpeller Nagy. Ransen lui demande de s'arrêter là, disant qu'il y a des enfants qui doivent être protégés. Nagy se contente de rire et demande ce que cela est censé être. Il demande alors si le maître épéiste Ransen est en train de le supplier. Ransen admet que oui, déclarant qu'il le connaît très bien. Il sait que ce que Nagy veut, c'est le piétiner et le voir chuter. Alors Nagy rengaine son épée et dit qu'il ne peut pas le laisser s'en tirer si facilement. Il fait craquer ses doigts et dit qu'il a aussi besoin de s'étirer un peu. Ensuite, Nagy assène un coup de poing au visage de Ransen. Il enchaîne avec un autre coup. Ransen s'écrase au sol sous l'impact. Il marche sur la tête de Ransen alors qu'il essaie de dire quelque chose. Ransen parvient finalement à dire qu'il est désolé. Nagy esquisse un sourire. Il leur dit alors de ne pas le ménager. Nagy annonce qu'ils s'arrêtent pour aujourd'hui et continueront demain. Deux garçons s'approchent de Ransen à terre et lui demandent ce qu'ils doivent faire maintenant qu'il a perdu, mais il répond que tout va bien car c'était suffisant pour les protéger. Plus tard dans une pièce, Ransen interroge Daisy et Seclin sur la raison de leurs actions. Il leur demande ensuite s'il essayait vraiment de devenir des parents par le sang. Seclin présente ses excuses à son maître. Daisy reste silencieuse, les bras croisés, tandis que le garçon est agenouillé à côté d'elle. Ransen lui demande si elle n'a rien à dire. Il l'interroge ensuite sur ce qu'elle vient de dire. Daisy demande pourquoi elle ne peut pas servir sous le commandement de Cassius. Elle lui rappelle que lui-même a été son serviteur. Elle lui demande ensuite s'il a oublié. Ransen explique qu'à cause du désir cupide de Xius de devenir un vampire, tous ses compagnons et leur famille sont morts, et il a fini comme ça. Il lui demande alors si elle veut maintenant ramper à ses pieds et si elle a l'intention de vivre en suçant du sang.
Daisy se lève et rétorque, demandant ce que cela a à voir avec lui et s'il est son père. Elle déclare qu'elle s'occupera de sa propre vie et exige qu'il cesse de se mêler de ses affaires et qu'il vive sa propre vie. Ransen l'appelle alors qu'elle sort de la pièce en courant. Seclin appelle son maître puis dit que Daisy ne pensait pas à mal, et Ransen répond qu'il le sait. Seclin continue en disant que parfois, il faut du courage pour s'agenouiller dans une telle situation. Il dit ensuite à Ransen qu'il doit avoir très mal. Seclin dit qu'il va demander une potion à oncle Burson. Ransen le remercie alors que le jeune homme s'en va. Puis Bersin entre soudainement et demande si Ransen va bien, et Ransen lui demande ce qui s'est passé. Bersin commence à expliquer que tout à l'heure, Lena lui a dit quelque chose. Elle a entendu par Daisy que Ransen et Nagy se battaient et qu'il semblait que quelqu'un pourrait être blessé. Alors la petite est allée le voir pour demander de l'aide. Lena appelle simplement son oncle. La fille demande pourquoi il l'a dit alors que Daisy lui avait demandé de garder le secret, et Burson le confirme. Ransen commence à rire de la situation, puis il éclate de rire. Il remercie tout le monde pour leur sollicitude pendant que Bersun lui tend une potion. Ransen prend la fiole et remercie également Daisy. Seul, ils toussent. Ransen déplore que si son noyau était intact, il aurait pu s'occuper de Nagy. La scène passe à deux enfants qui courent joyeusement dehors. Il se corrige alors, déclarant que le simple fait de protéger les enfants est déjà suffisant. Ransen se demande ce qu'il va faire, puisque Nagy reviendra le lendemain. Il décide qu'il n'a pas d'autre choix que d'utiliser l'objet dans sa main. Ransen active l'objet dans sa main, puis il décide de vendre un trésor royal de la famille Van Roa pour lever des fonds et protéger les enfants. Il estime que le sceau royal pourrait être suivi par l'Empire, donc la seule chose qui vaille la peine d'être vendue est autre chose. Finalement, il sort le livre du destin d'un portail. Ransen ouvre le livre et se demande pourquoi il est considéré comme un trésor royal. D'anciens symboles émanent alors des pages. Le livre affiche une date du calendrier de Rousera décrivant la chapelle secrète des cultistes remplie de symboles. Il est surpris de pouvoir lire la langue ancienne. Puis le livre l'enveloppe complètement. Un médaillon avec une étoile apparaît. La scène revient à la pièce maintenant vide. Soudain, Ransen se retrouve au milieu de gens qui courent et se demande ce qui se passe. Il court avec eux, se demandant pourquoi il est là alors qu'il était en train de lire le livre du destin. Il s'arrête et réalise que ce n'est pas une illusion, mais un endroit réel. Il reconnaît l'endroit comme étant le donjon d'Einéon, mais se demande pourquoi il a l'air si neuf. Puis le groupe s'arrête et il se demande ce qui se passe et qui sont ces gens. Un des hommes encapuchonnés annonce qu'un intrus est entré dans la chapelle. Il leur ordonne alors de sécuriser l'élixir en premier. Ransen réagit en entendant le mot élixir. Il se rend compte que la structure est identique au donjon d'Einéon et que l'élixir y a été excavé en l'an 3673 du calendrier de Rouseri. Cela signifie qu'il a voyagé 10 000 ans dans le passé. Les hommes encapuchonnés s'approchent d'un hôtel où l'élixir est exposé. Ransen observe la scène et confirme que tout est réel. L'élixir est là, prouvant qu'il est vraiment retourné dans le passé. Un des hommes prend une petite fiole et déclare que l'élixir est en sécurité. Ransen décide que s'il peut obtenir l'élixir, il pourra récupérer tout ce qu'il a perdu. Il compte alors un total de 12 personnes autour de lui. Il resserre sa prise sur la garde de son épée, se demandant s'il doit tous les tuer pour prendre l'élixir. Mais l'un des hommes leur ordonne de se séparer en binôme et de chercher l'intrus avant de prendre l'offrande. Un des hommes répartit les tâches, envoyant Celtic et Chrome dans le passage et Esserin et Totin dans le passage ouest. Il assigne ensuite Serui et Ransen au passage nord, et Ransen est surpris qu'ils connaissent son nom. Il se demande pourquoi ces gens du passé le reconnaissent comme un allié. Ransen en conclut que seule une puissante magie de manipulation mentale pourrait causer cela et s'interroge sur la véritable nature du livre du destin. Son nouveau partenaire attire son attention, lui demandant pourquoi il reste là à ne rien faire. L'homme le presse alors de se dépêcher. Ransen décide que pour le moment, il va recueillir des informations et chercher une opportunité. Les deux marchent ensemble dans le couloir. Il tombe alors sur une femme, mais elle se jette en avant et attaque son partenaire. Il la vainc d'un seul mouvement. L'assaillant se tourne alors vers Ransen. Ransen s'interroge sur la traînée transparente laissée par le coup. L'homme attaque, mais Ransen bloque le coup avec son épée. Il resserre alors sa prise sur son arme avec force. D'un seul mouvement, Ransen le repousse. Il commente alors que la durabilité de l'épée est terrible. L'assaillant se demande si c'est une aura d'épée ou autre chose. Ransen se rend compte qu'il n'est pas le seul à trouver la situation étrange. Il décide alors de tester une fois de plus et prépare son épée. Soudain, il a une prise de conscience brutale. Deux enfants apparaissent, cachés derrière un pilier. Ils courent derrière Ransen qui leur demande pourquoi ils sont là. La femme qui protège maintenant les enfants l'accuse de n'avoir aucune honte à s'allier avec des cultistes qui enlèvent des enfants. Elle l'interroge, lui demandant s'il compte enlever des enfants pour les utiliser comme sacrifice vivant. La scène passe ensuite à Bersan, servant un repas à sa famille. Ransen est également présent à table, souriant. De retour sur les lieux, d'autres cultistes arrivent et demandent ce qui s'est passé. Ils demandent alors à Ransen si Sarua a été vaincu par l'intrus, et il le confirme. Leur chef leur ordonne alors d'unir leurs forces. Les cultistes avancent dans une attaque coordonnée. La femme est surprise par l'assaut soudain tandis que les enfants se cachent. Ransen se tourne vers elle et dit qu'ils devraient être du même côté. Deux cultistes courent dans le couloir vers eux.
L'un d'eux pointe le combat et crie qu'il les a trouvés. Il se demande alors si Ransen est tombé dans une embuscade et leur ordonne de l'aider. La femme croise son épée avec celle de Ransen. Ransen observe simplement la scène. Il attaque alors un des cultistes par derrière. Ransen le poignarde, et le cultiste l'accuse de trahison. Ransen se tient alors au-dessus du corps de l'homme. Il la remercie pour la petite mise en scène, qui a rendu facile de le tuer. Il explique que l'homme l'a attaqué imprudemment, alors il n'a fait que riposter pour sauver sa propre vie. Ransen lui demande alors de continuer à l'aider comme elle le fait maintenant. Un des chefs cultistes s'approche, déclarant qu'il n'arrive pas à cerner ce type. Il s'arrête devant les corps tombés et demande à Ransen si c'était une trahison. Le cultiste commente que l'esprit rancunier de quelqu'un qui est mort amèrement d'une trahison n'est pas si mal. Ransen et la femme le dévisagent alors qu'il ajoute la nature chaotique de la trahison elle-même et déclare qu'avec l'âme d'un noble chevalier, le Seigneur sera encore plus satisfait. La femme déplore de ne pas avoir appelé de renfort car elle ne s'attendait pas à ce qu'un spécialiste de haut niveau apparaisse ici. Elle jette un coup d'œil sur le côté. Les enfants se blottissent derrière elle. Elle se corrige ensuite, déclarant qu'elle est une spécialiste de niveau intermédiaire. La femme admet qu'elle ne peut pas le vaincre seule et propose d'attaquer la première pour que Ransen puisse chercher une ouverture. Elle se précipite alors et attaque le cultiste. Il bloque le coup et la frappe d'un coup de poing. La femme se prépare à contre-attaquer, mais il parvient à esquiver son épée. Le cultiste sourit et se prépare à porter le coup de grâce. Elle lève simplement les yeux vers l'attaque imminente. Ransen observe attentivement la scène. Il fait alors un pas en avant. En un instant, Ransen se jette en avant à grande vitesse. Il exécute alors une taillade tournoyante contre le cultiste. L'attaque de Ransen est bloquée par un artefact, et la femme observe la scène. Elle se précipite alors pour attaquer le cultiste. Il sourit et demande si elle pensait qu'il serait mort sans ça. Puis Ransen combat les cultistes. Ransen peine à bloquer les coups, incapable de prédire la trajectoire de l'épée. La femme se positionne pour attaquer le cultiste par derrière. Elle attaque, mais il se retourne et bloque son coup. La femme se tourne alors vers Ransen et lui demande ce qu'il fait. Elle lui demande pourquoi il est si faible, et il se contente de regarder sa main. Le cultiste le nargue, remettant en question l'utilité de sa technique puisqu'il n'est rien de plus qu'un épéiste médiocre. Il l'attaque alors d'un coup puissant. La femme est projetée par l'impact. Le cultiste se prépare à attaquer de nouveau. Il fait ses adieux à Ransen, qui se souvient de tout le travail qu'il a enduré sous le commandement du comte Kazaya. Alors Ransen décide de lui montrer ce qu'une attaque médiocre peut faire. Il utilise alors sa technique du fil d'aura. Ransen charge et attaque le cultiste avec sa lame. L'homme est surpris car la puissance de Ransen est à un tout autre niveau qu'auparavant. Les deux s'affrontent alors dans un choc mutuel. Ransen le frappe avec une main géante formée par sa technique. Le cultiste est touché par l'attaque. Il fixe Ransen du regard. Ransen le poignarde alors à la poitrine, mais son épée se brise et il tombe au sol. La femme se contente de l'observer de loin, à terre. Ransen se relève et, debout au-dessus du corps du cultiste, demande ce qu'il est. Il s'agenouille alors et commence à fouiller le corps de l'homme. Ransen trouve une petite boîte en bois. Il l'ouvre et trouve l'élixir, déclarant qu'il est là. Ransen se prépare à boire le contenu de la fiole. La femme lui demande ce qu'il fait, puis le corps du cultiste se dissout en particules pendant qu'elle l'interpelle. Une montre à gousset doré apparaît. La scène change pour des ruines antiques sous le clair de lune. Daisy est dehors, se demandant où son frère a bien pu aller à cette heure de la nuit. Elle parle avec Berson, disant qu'elle doit s'excuser auprès de Ransen même s'il est tard. Daisy s'approche de la maison en se demandant s'il est déjà rentré. Ses yeux s'écarquillent. Elle trouve Ransen étendu sur le sol. La jeune fille appelle alors son frère. Ransen est inconscient, tenant la boîte en bois. Au chevet de Ransen, Daisy et Bersin le regardent en silence. Elle dit qu'elle restera à ses côtés, et Bersin demande à être prévenu quand il se réveillera. Daisy acquiesce alors d'un simple hochement de tête. Seule, elle continue de veiller sur lui. Ransen reste inconscient sur le lit avec ses blessures. Elle le fixe intensément un instant. Soudain, Ransen bouge sur le lit. Il lève sa main prosthétique et nie avoir bu quoi que ce soit. Puis il se réveille soudainement, le souffle court. Ransen regarde sa propre main, confus. Puis il se tourne et remarque la présence de Daisy. Soulagée, elle l'appelle grand frère et demande ce qui s'est passé, pourquoi il a disparu et pourquoi il était couvert de sang. Il reste silencieux, la laissant perplexe face à son manque de réaction. Ransen se redresse et lui demande pourquoi elle le regarde comme ça, confirmant qu'elle l'a bien appelé grand frère. Gênée, elle nie l'avoir dit, mais il lui fait remarquer que ses yeux et ses joues sont gonflés d'avoir pleuré. Avec un sourire, Ransen lui demande si elle était vraiment inquiète, et Daisy le confirme, demandant si elle n'aurait pas dû l'être. Il la remercie alors et lui tapote la tête, et elle se plaint qu'elle n'est plus une enfant. Ransen songe que cela faisait un moment qu'il n'avait pas plaisanté comme ça avec Daisy. Soudain, il porte la main à sa tête et perd l'équilibre. Elle panique et l'appelle alors qu'il se penche vers le bord du lit. Ransen regarde sa main et réalise que ce n'était pas un rêve. C'était réel. Daisy l'interroge sur son corps puis retire sa prothèse de bras. Ransen se lève et déclare que son corps est revenu. Il titube en avant, déclarant qu'il est de retour. Puis il s'effondre sur le sol et Daisy crie son nom. Des voix résonnent,
parlant de ses bras et jambes qui ont repoussé et avertissant de ne pas tirer son bras. Ransen ouvre lentement les yeux, confus. Bersoun, Daisy, Seclin et la petite Léna le regardent fixement. Berson demande à Ransen comment un tel miracle a pu se produire. Il révèle qu'il a bu un élixir, laissant Bursin choqué par le coup de 50 000 dallons pour une seule gorgée. Ransen dit qu'il doit d'abord vérifier quelque chose et soulève la couverture. Bursin lui demande s'il peut bouger, et Ransen répond qu'il aura peut-être besoin de rééducation, mais que ça ira. Il s'approche d'une commode et prend une petite boîte en bois. Ransen demande à Berson de l'accompagner, et il accepte. Ensemble, ils regardent un hôtel vide où l'élixir aurait dû se trouver. Berson lui demande ce qui se passe, mais Ransen admet qu'il n'arrive pas non plus à croire à la situation. Il ouvre la boîte, révélant une clé, et dit qu'il doit vérifier quelque chose. Un souvenir montre que la sécurité était particulièrement renforcée autour de la clé. Cela l'amène à conclure que c'est la clé pour ouvrir un espace secret. Il lève la clé et un cercle d'invocation se manifeste à partir d'elle. Le cercle s'étend alors rapidement autour d'eux deux. Ransen se demande ce que c'est. Devant eux, une pièce secrète est révélée, contenant des trésors et un mannequin portant une cape. Les pièces d'or seules valent 5000 dallons, et au-delà, il y a des artefacts, des épées et armures anciennes, et même des outils de base. Bersen interroge Ransen sur la façon dont tout cela est arrivé. D'abord ses membres régénérés, et maintenant ça. La main sur la nuque, Ransen admet qu'il n'arrive pas non plus à y croire. Ransen révèle alors qu'il a voyagé à ce même endroit, 10 000 ans dans le passé. La révélation laisse Burson complètement choqué par ce qu'il a entendu. Puis il réalise que tout était réel. Ransen se demande si le pouvoir de l'artefact n'est pas à usage unique et s'il peut retourner dans le passé à plusieurs reprises. Il interpelle Bersoun et déclare qu'il y a quelque chose qu'il doit faire d'abord. Ailleurs, Delcasio sourit avec satisfaction. Il s'étire sur un lit entouré de corps sur le sol et commente que c'est ça, vivre. Il appelle Ransen et demande s'il ne devrait pas aller voir cette ordure. Quand il ouvre la porte, il se retrouve face à Ransen et demande ce que c'est. Nagy demande si Ransen est venu le saluer, mais il remarque alors les bras et les jambes de Ransen et l'interroge. Nagy ordonne à ses hommes d'informer rapidement le seigneur que Ransen a récupéré son noyau. En réponse, Ransen tire son épée et se jette en avant avec un coup rapide. L'attaque surprend l'un des hommes de Nagy. Le coup le frappe en plein dans la poitrine et l'autre homme est touché de la même manière. Nagy le regarde fixement, incapable de comprendre comment c'était possible. Ransen resserre sa prise et fonce sur Nagy. Il traverse le couloir, prêt à attaquer. Nagy tire son épée pour se défendre, puis il bloque le coup de Ransen. Avec un sourire, il demande si Ransen a l'intention de se battre en utilisant un fil d'aura au lieu d'une lame complète. Nagy réalise que le noyau de Ransen n'est pas encore complètement rétabli. Ransen serre fermement son épée. Il demande simplement « Et alors ?» Puis Ransen se prépare à attaquer de nouveau. Nagy prend une posture de combat, déclarant qu'il est différent d'il y a 3 ans et qu'il est maintenant un noble de classe E. Il se vante de son physique supérieur et de sa capacité de régénération immortelle. Il serait un adversaire digne même pour un maître épéiste. L'attaque de Ransen déferle sur Nagy. Il est frappé de plein fouet par le coup, et la tête de Nagy est séparée de son corps par le coup d'épée. Le corps décapité se dissout alors en particules devant Ransen. Il s'agenouille et déclare que son noyau est rétabli, mais qu'il doit encore rassembler son aura. À un autre moment, Daisy lui demande s'il est vraiment retourné dans le passé et a bu l'élixir. Ransen le confirme et explique qu'il a utilisé un trésor de la famille royale de Vanroa pour retourner dans le passé. Son fils lui demande alors s'il peut y retourner, mais Ranson dit qu'il ne sait pas car l'objet ne montrait plus aucune réaction. Une femme nommée Sémalan exprime ses doutes, suggérant qu'un artefact de l'âge de la magie pourrait peut-être rendre cela possible. Ransen réfléchit à savoir si quelque chose de si petit pourrait vraiment contenir un pouvoir divin, quelle que soit l'ancienneté de la technologie. Daisy l'interrompt, remettant en question l'élixir découvert il y a 200 ans, puisqu'il l'a bu il y a 10 000 ans. Il réalise alors quelque chose et s'exclame qu'elle a raison, la laissant perplexe. Ransen se souvient qu'il n'a bu que la moitié de l'élixir avant de revenir. Il demande à Berson s'il existe une archive indiquant que seule la moitié de l'élixir a été trouvée, mais Berson n'a jamais entendu parler de la quantité. Les mains levées, Ransen conclut que dans ce cas, il est impossible de savoir. Il se demande si un élixir complet a été découvert à l'origine ou si l'histoire a été modifiée parce que Ransen en a bu la moitié. Simolon l'avertit alors que s'il peut retourner dans le passé, ce qu'il y a fait pourrait changer le monde entier. On demande à Ransen ce qu'il souhaiterait accomplir s'il pouvait changer le passé. Il réfléchit un instant à son objectif. Son premier objectif est de se venger d'avoir perdu ses parents et ses frères et sœurs du jour au lendemain. Et son devoir en tant que dernier membre de la famille royale Vanroa est la reconstruction du royaume. Mais Ransen déclare que pour ce faire, il doit d'abord tuer le comte Xius. Il se souvient du temps où il croyait que la sécurité de sa famille serait garantie s'il devenait un vassal du seigneur de Kuchan. Mais il se rend compte que le bonheur obtenu par les mains d'un autre ne peut être solide. Semlan l'avertit que le comte Xius est fort, car il était déjà un maître épéiste et a maintenant pris le vrai sang de Delcachu. Ransen dit que ce n'est pas une option et se demande comment Xius réagira quand il découvrira à quel point il est devenu fou. Réunis autour de la table,
il déclare que c'est un combat inévitable pour tout le monde. Il les informe ensuite que le rapport fiscal qui doit être soumis au compte CO est attendu dans 3 semaines. Ransen déclare avec conviction qu'ils doivent régler l'affaire avant cette date. Ransen s'entraîne seul avec son épée dans une arène en ruine. Il se souvient de la technique d'escrime utilisée par les membres de la secte il y a 10 000 ans. C'était une technique tenace et solide, possédant une énergie tranchante. Un des membres de la secte s'est moqué de l'utilité d'une lame d'aura et l'a traité d'épéiste médiocre qui ne pouvait pas lire l'esprit de l'épée. Mais Ransen a l'impression de converser avec la lame elle-même, ou plutôt, comme s'il était devenu l'épée elle-même. Puis il ouvre les yeux avec une nouvelle perception. Il saisit l'arme et déclare qu'il comprend maintenant. Ransen affirme que ce n'est définitivement pas une aura. Daisy court vers lui en criant que quelque chose de terrible s'est produit. La mention du nom du comte Xeo le met en alerte. Dans son hall, un homme informe le seigneur que la famille de Ransen a été invitée au château dans 3 jours. Delcasio déclare qu'il a attendu longtemps les nobles du royaume de Vanroa, et que le moment est enfin venu de les utiliser comme sacrifice. Ransen songe qu'il ne reste que 3 semaines avant la date limite des impôts, et maintenant le comte les invite soudainement. Bersin évoque la possibilité que le comte ait découvert la mort de Nagi, mais Ransen en doute, pensant qu'il accuserait les rebelles. Simolan intervient en disant que le vrai problème est que leur plan pour assassiner le comte a été ruiné par l'invitation soudaine. Elle révèle que leur seule chance était lorsque le comte Xia accomplissait son rituel, piquant la curiosité de Ransen. Simion explique que depuis ce qui est arrivé à son frère, le comte quitte le château une fois par mois pour accomplir un rituel seul. Daisy ajoute qu'elle a aussi vu les hommes de Xia enlever des enfants. Simion conclut en déclarant que les villages incapables de payer les impôts ont été exterminés et que tout le monde, corps et enfants, est utilisé comme sacrifice. Ransen demande pourquoi il préparerait des cadavres et des offrandes vivantes pour se rabaisser devant un être qu'il ne comprend même pas. Il déplore à quel point tout a changé pendant qu'il était confiné chez lui avec ses membres blessés. Ransen demande alors à Sémilan comment elle sait tout ça. Elle répond simplement qu'elle a un réseau d'informations. Il s'agite, se demandant comment elle a pu aller seule dans une ville aussi dangereuse. Sémilan se contente de réaffirmer que leur plan est complètement ruiné. Bersin commente que Semlan a déjà 20 ans et est une adulte, mais Ransen rétorque que c'est toujours dangereux pour elle de se promener seule en ville. Daisy l'appelle alors grand frère. Elle lui demande s'il peut vraiment vaincre Xe. Tenant son épée, Ransen répond fermement qu'il le doit. Il pose alors la lame sur la table et déclare qu'avec elle, ils ont une chance. Bersin la reconnaît comme l'épée du roi, une arme forgée en affinant de l'acier d'argent céleste avec de l'aura. Ransen la lève et déclare que les êtres corrompus comme les vampires ne peuvent pas résister à cette lame. Sémilon dit qu'elle croit en lui et que s'il échoue, ils peuvent simplement mourir ensemble. Sa déclaration le laisse visiblement surpris. Elle ferme alors les yeux et dit qu'elle plaisantait. Simolan conclut que dans tous les cas, ils doivent trouver un autre moyen de tuer le comte CIUS. Ransen déclare que c'est risqué, mais que c'est peut-être la seule option pour le moment. La scène se déplace au village de Rera, où des enfants courent dans un champ. Un des garçons montre un énorme champignon qu'il a trouvé, mais son ami prétend que le sien est encore plus gros. Excité, l'un d'eux part en courant en suggérant d'aller à la maison pour mesurer lequel est le plus gros. Le village est soudainement englouti par un immense incendie. Effrayés, les villageois se demandent ce qui se passe. Un chevalier attaque l'un des villageois avec son épée. Un autre homme est poignardé dans le dos par un soldat. Un corps est alors jeté sans ménagement sur une charrette. Les chevaliers observent la destruction qu'ils ont causée. Ils repèrent les enfants et ordonnent que personne ne puisse s'échapper. Un groupe de soldats s'approche des garçons. Les garçons se retrouvent acculés par les chevaliers. Une flèche est tirée à grande vitesse. Le projectile frappe l'un des chevaliers à la tête. D'autres flèches abattent instantanément 2 autres soldats. Les enfants regardent avec surprise dans la direction d'où venaient les tirs. Un archer s'approche et leur demande s'ils vont bien. Un des garçons lui demande qui il est. Il se présente comme Librapier Randa. Les enfants répètent le nom, confus. Puis ils le reconnaissent comme le baron. Randa dit qu'ils parleront en détail plus tard. Pour l'instant, il dit qu'ils doivent quitter cet endroit. Un des garçons crie que sa mère est toujours là, mais Randa les éloigne du feu. Il se rend compte que peu importe le nombre de ces hommes qu'il tue, il est impossible de l'arrêter. Randa regarde le village en flammes et conclut que le comte a vraiment franchi le point de non-retour. La scène se déplace au château du comte sous la lumière de la pleine lune. À l'intérieur des murs, des charrettes transportant des corps recouverts sont alignées. Un soldat supervise la file de charrettes. Un subordonné informe Delcasio qu'un total de 116 corps ont été amenés, plus que le quota désigné. Delcasio dit qu'il s'occupera du reste et le congédie. Il s'approche d'un des corps et retire le drap qui le recouvre. Il se relève d'un des corps et s'essuie la bouche. Avec un sourire, il commente que le groupe de Ransen entrera au palais demain et que le moment qu'il attend depuis longtemps approche. Puis il se retourne pour s'éloigner de la pile de corps. Soudain, une main bouge sous l'un des draps et Delcasio s'arrête et se retourne, sentant la perturbation. Une épée est rapidement tirée de sous le drap. Une vague d'énergie jaillit de la charrette vers Delcasio. Dans une conversation antérieure, Seyamalan informe que selon les renseignements, les corps du village de Ruira seront transportés aujourd'hui. Elle ordonne alors à son frère de faire le mort et d'infiltrer la charrette. De cette façon, il serait livré directement au comte et devrait réprimer son mana jusque-là.
Le plan était d'attaquer lorsque le comte baisserait sa garde. Delcasieux bloque le coup et demande ce qui l'amène ici sans préavis. Ransen lutte contre sa défense et admet qu'il savait que ce ne serait pas facile. Delcachu commente que le corps de Ransen a guéri et le félicite d'avoir peut-être trouvé un élixir. Ransen réalise que la stratégie a atteint ses limites et qu'à la fin, ils devront s'affronter. Puis Delcachu se prépare au combat et l'interpelle. Il l'invite à lui faire goûter un délicieux désespoir. Ransen se concentre et prend sa posture avec l'épée. Il sent la connexion avec sa lame, ses yeux se préparant à lire le cœur de l'épée. Puis les deux chargent en avant et leurs lames s'entrechoquent. Delcachu est projeté en arrière par la force de l'impact. Il se rétablit et déchaîne une large attaque horizontale. Ransen saute pour esquiver le coup. Il atterrit et se retourne vers son adversaire. Delcachu charge à nouveau vers lui. Ransen se prépare pour le prochain mouvement. Delcachu le fixe d'un regard intense. Ransen glisse sur le sol, esquivant l'attaque qui passe à côté de lui. Il pivote ensuite et porte un coup rapide vers le cou de Delcachu, mais le vampire parvient à bloquer la lame à la dernière seconde. Delcasieux remarque que c'était impressionnant, car si son aura avait été plus faible, son coup aurait été tranché. Il ajoute que c'était à prévoir de la part du royaume de Banroa. Une nouvelle voix révèle qu'il doit être le second prince disparu de Banroa dont le corps n'a jamais été retrouvé. Delcasieux commente simplement à quel point c'est précieux. Il déclare ensuite qu'en offrant une âme aussi précieuse, son vœu sera sûrement exaucé. Ransen avance avec un puissant coup arqué. Delcasieux déclare que c'est inutile, peu importe combien de fois il essaie. Il bloque ensuite la lame avec sa main et prétend que l'épée ne percera jamais son aura. Ransen presse sa lame plus fort contre la main de Delcachu, puis leur pouvoir entre en collision, provoquant une énorme explosion. Ailleurs dans la ville, le chevalier reste calme sous la pleine lune. Nagi est assis à une table à l'extérieur d'une taverne avec un compagnon. Ses hommes s'approchent et lui demandent pourquoi il les a appelés. L'un d'eux demande s'il a l'intention de provoquer de gros ennuis. Nagi répond que non, mais qu'il a reçu des informations selon lesquelles quelque chose d'inhabituel pourrait se produire. Un autre membre du groupe demande alors quel genre d'informations il a reçu. Soudain, tous réagissent à une secousse massive. Au loin, il voit la collision des énergies et se demande si le comte Celsius se bat contre quelqu'un. Les hommes demandent si c'est de cela que parlait le chef et qui pourrait être l'adversaire. Nagi sort une longue vue et se demande qui oserait faire quelque chose d'aussi audacieux. Ils décident qu'ils doivent aller voir et tend l'appareil à l'un de ces hommes. L'homme regarde à travers la longue vue et reconnaît la personne dans le combat. Surpris, il se demande si c'est vraiment Ransen. Nagi demande ce qu'il a entendu, se demandant si le corps de Ransen a vraiment récupéré. Dans une pièce sombre, Simolan lui dit que c'est la dernière chance et qu'elle ne se représentera pas. Elle lui conseille de bien réfléchir pour ne pas le regretter le reste de sa vie. De retour au présent, Nagi resta silencieux. Ses hommes demandent s'ils vont juste continuer à regarder. Une image d'un archer protégeant des enfants effrayés est montrée. Les compagnons déclarent alors qu'ils devraient intervenir aussi. Il se tourne vers ses hommes et s'excuse. Pendant ce temps, les lames de Ransen et Delcachu s'entrechoquent violemment. Ransen se prépare à attaquer son adversaire une fois de plus. Delcachu arrête à nouveau la lame avec sa main nue. Ransen recule et se prépare à frapper à nouveau. Delcachu réagit lorsque la lame perce enfin sa défense. Une coupure s'ouvre sur son cou et il la touche avec sa main. Il serre alors le poing et maudit le garçon. La pleine lune illumine le sommet du château en ruine. Delcachu touche son propre cou et commente la magnifique maîtrise de l'épée de son adversaire. Ransen continue de le fixer sans dire un mot. Alors le vampire suppose qu'un jour il pourrait se faire prendre. Il admet que ce n'est pas comme s'il pouvait continuer à encaisser des coups éternellement alors que d'autres vampires apparaissent derrière lui. Les vampires avancent tous ensemble vers Ransen. Il se prépare à l'attaque imminente. D'un seul mouvement, il abat l'un des vampires qui s'approche. Il maudit les vampires car il s'était caché parmi les cadavres uniquement pour affronter Xius dans un combat en tête-à-tête. Ransen réalise qu'ils sont sans fin. À ce rythme, il sera épuisé avant même de pouvoir abattre Xius. L'un des vampires l'attaque d'un coup rapide. Il esquive la lame qui lui frôle le visage. Ransen réalise qu'il doit se dépêcher de s'occuper d'eux. Un autre vampire prépare une attaque verticale contre lui. Ransen se retourne, surpris, en sentant une approche soudaine. Une flèche fend l'air à grande vitesse et frappe le vampire en pleine tête, interrompant son attaque. Après l'impact, le corps du vampire s'effondre au sol. Les autres vampires réagissent, reconnaissant la flèche d'argent imprégnée d'aura. Ransen se tourne pour voir d'où vient le tir. Il reconnaît Librapier Randa, son arc à la main. Un jeune homme à côté de lui fait un signe de la main et crie qu'ils sont là aussi. Ransen l'appelle par son nom, Jalran. Ensuite, il voit Simolan s'approcher. Peu de temps après, Daisy apparaît également. Il est surpris de voir même Seclin parmi eux. Un groupe d'hommes avance, leur chef criant que tout le monde doit mourir car toutes ses cibles sont maintenant rassemblées. Librapier vise à nouveau avec son arc. Simolan tend la main en avant. Jalran tire ses flèches et abat deux vampires d'un coup. Daisy et Seclin se battent ensemble, se défendant contre les attaques ennemies. Ransen demande pourquoi ils sont tous là, inquiet à l'idée qu'ils puissent être blessés. Daisy le gronde d'essayer de tout faire seul, déclarant que tout le monde est là maintenant. Elle déclare que c'est quelque chose qu'ils doivent affronter ensemble. Jalran est d'accord avec enthousiasme.
Il dit alors à son frère de se concentrer uniquement sur le comte. Ransen réagit aux paroles de son compagnon. Il comprend que ce n'est plus le moment de les traiter comme des enfants. Son regard devient concentré et résolu pour la bataille. Ransen lève son épée et déclare qu'il y a un salaud dont il doit s'occuper. Delcachu demande s'il doit commencer par lui arracher le bras. Le bras du vampire se transforme, devenant plus grand et se dotant de griffes acérées. Delcachu attaque avec son bras transformé, mais Ransen bloque le coup avec son épée. Il porte ensuite sa main à son cou et une barrière se manifeste, repoussant l'attaque du vampire. Après l'explosion, le bras de Delcachu est complètement désintégré. Il regarde sa propre épaule et se demande ce qui vient de se passer. Ransen brandit un collier brisé et crie que c'est le collier de protection. Le collier qu'il a trouvé dans les ruines se brise sur le sol, ayant rempli sa fonction. Delcachu le fixe, laissant une ouverture après son attaque totale. Ransen saisit l'occasion d'utiliser son atout secret. Il déclare que le cœur de l'épée et son cœur ne font qu'un. Puis il charge en avant pour porter le coup. Ransen déchaîne une puissante attaque en forme de tourbillon. Un homme au visage partiellement couvert se révèle et demande comment ils osent lui faire ça, à lui, Kia. Il crie ensuite que c'est Ransen qui va mourir et déchaîne sa propre attaque. Le tourbillon de Ransen commence à submerger l'attaque de son adversaire. Kia est frappé de plein fouet par l'attaque. Une fissure s'ouvre au niveau du cou, creusée par les assauts continus. À travers cette ouverture, Ransen prépare le coup de grâce. Il s'élance avec une estocade directe et précise. Le coup frappe directement Xiu à la gorge. Ransen reste dans sa posture, haletant après le mouvement final. Ransen reste debout tandis que le corps de Xiu s'effondre au sol. La tête du seigneur vampire roule sur le sol, vaincu. Terrassé, Xiu demande si c'est une lame d'âme. Le jeune homme explique qu'il a simplement essayé de mélanger la clé de l'épée ancienne avec une lame d'aura. Il se demande alors si c'est vraiment une lame d'âme, le symbole d'un grand maître. Soudain, l'un des vampires restants se serre la poitrine et hurle. Daisy et Jalran regardent les autres vampires tomber un par un. Les hommes de Nagi se demandent s'ils meurent sous le choc et ce qui se passe. Le corps de Sia se désintègre alors que Ransen réalise qu'il l'a vraiment tué. L'archer l'interpelle par son titre, Messire Ransen. Librapié confirme alors qu'il a bien tué Sia. Librapié explique que selon les archives, les vampires qui perdent leurs géniteurs perdent leurs esprits pendant 1 ou 2 jours. Ransen demande s'ils se rétabliront en quelques jours, et l'archer confirme que c'est maintenant l'occasion parfaite d'éliminer les survivants. Il demande alors la permission d'exterminer tous ces salauds avant la fin de la nuit. Avec un sourire, Ransen répond que ce sont eux qui devraient lui demander la permission. Librapié s'incline et le remercie, disant que grâce à lui, ils ont vengé leurs camarades. Ransen le regarde avec un léger sourire. Il lui tend la main et dit qu'il comptera sur lui pour qu'ensemble, ils puissent faire de la ville un endroit où il fait bon vivre. Puis il dit qu'il allait le lui dire plus tard, mais qu'il n'a pas le choix puisqu'il est arrivé si soudainement. Il révèle le blason de la famille Pietro, expliquant qu'il y a 300 ans, sa famille faisait aussi partie de la noblesse de Gloryland. Librapié lui tend le blason et lui demande de l'accepter. L'archer s'agenouille devant lui et jure qu'à partir de ce moment, il le servira comme son seigneur. De loin, Simolan remarque qu'elle savait qu'il irait jusqu'à lui donner son blason. Ransen demande à Simolan si elle connaît bien Librapié, et elle explique que ces informations viennent de lui par le biais de ses relations. Il la regarde avec surprise. Il l'interroge alors sur sa collaboration avec les forces rebelles, mais elle dit qu'elle n'a aidé qu'un peu. Simolan suggère de laisser le reste à Messire Librapié et de se concentrer sur la recherche de preuves des crimes du comte. Elle explique que plus le comte sera discrédité, plus le soutien des citoyens sera grand. Ransen est d'accord avec cette stratégie. Avec la mort de Sus, le soutien des citoyens était nécessaire pour gouverner la ville de Kuchan. Ils ont donc rassemblé des chefs d'entreprise et des citoyens locaux pour former une équipe d'enquête et recueillir des preuves. Ransen et Simolan arrivent à une chapelle, et ils demandent si c'est l'endroit. Les deux regardent à l'intérieur de la grande salle. Ils parcourent la zone, et elle commente qu'il n'y a rien d'important ici. Ils désignent une statue, remarquant simplement qu'elle est froide et troublante. Mais Simolan montre quelque chose du doigt et demande ce que c'est, alors qu'un objet sur la poitrine de Ransen commence à réagir. Ransen tient l'artefact et se demande pourquoi il se met soudainement à briller. L'artefact projette alors une énergie instable devant lui. Un livre se matérialise à partir de l'énergie, et il réalise que l'objet brille à nouveau, comme la dernière fois. Simolan l'identifie comme le livre du destin et suggère qu'il essaie de l'ouvrir. Mais Ransen refuse, expliquant que s'il l'ouvre, il pourrait être à nouveau envoyé dans le passé, et sa disparition provoquerait des luttes de factions pour le territoire. Elle acquiesce alors et lui dit de ranger l'objet, ce qu'il s'apprête à faire. Soudain, le livre s'échappe de sa main et s'ouvre de lui-même en plein air. Une lumière intense l'enveloppe alors que le livre affiche un message. Une image d'un médaillon avec une étoile à 6 branches est montrée. Il se retrouve assis dans un chariot en mouvement sous un ciel ensoleillé. Il se couvre le visage et réalise qu'il a finalement été envoyé dans le passé. Puis il regarde autour de lui et se demande où il est. Le chariot continue sa route à travers un vaste champ verdoyant. Il observe les autres personnes encapuchonnées dans le chariot et remarque que cette fois, il a des compagnons. Mais il remarque quelque chose de différent chez l'un de ses compagnons. Ransen s'interroge sur la pression qui émane de l'homme assis en face de lui. L'homme le regarde alors et lui demande s'il s'est réveillé,
l'appelant par son nom. Il réalise que cette personne est à un niveau complètement différent du chef hérétique qu'il a affronté. Sa main se porte instinctivement sur la garde de son épée. Ransen réalise que ce n'est pas seulement la présence de cet homme. Il remarque que tout le mana de la zone tourbillonne autour de lui, ce qui n'a aucun sens même pour un grand maître. L'homme se révèle alors et explique qu'ils se sont rencontrés par hasard et qu'il a pris Ransen comme disciple. Ransen comprend que cette fois, il est le disciple de cet homme. Ransen demande quand il l'a pris comme disciple, et l'homme répond que c'était il y a une semaine. Avec un sourire, il commente que c'est miraculeux et que cela ressemble à une intervention divine. Ransen demande pardon et remarque la différence de comportement de cet homme par rapport aux autres cultistes. L'homme se présente comme l'archiduc Rathena Celsius et déclare que son souhait est d'éradiquer les cultistes. Il s'adresse ensuite à Ransen van Roy, lui rappelant qu'il y a une semaine, il est devenu son disciple. Maintenant, ils sont en route vers son château où le jeune homme recevra ses enseignements. Ransen trouve étrange qu'il lui explique toute la situation. Celsius dit que le jeune homme sera sous sa protection et espère que ses aspirations seront comblées. Une prise de conscience soudaine frappe Ransen et Celsius lui demande s'il a déjà découvert la vérité. Ransen se demande ce qui se passe dans le monde. Il trouve la gentillesse de Celsius étrange, considérant qu'il le voit comme une anomalie, et se demande s'il sait quelque chose. Ransen répond alors que pour lui aussi, c'est un honneur de rejoindre le maître. Il lui demande s'il est vraiment à l'aise avec la situation, étant donné qu'il ne sait même pas qui il est. Celsius convient que c'est vrai et dit que pour cette raison, le sentiment qu'il éprouve maintenant est fascinant. Mais il affirme qu'une chose est certaine à propos de l'événement qui se déroule, lorsqu'il est combiné à son propre objectif. Il conclut que l'événement pourrait être quelque chose qu'il a accepté il y a longtemps, et Ransen réagit sans comprendre. Celsius admet que, pour être précis, il ne sait pas non plus, et que ce n'est qu'un sentiment qu'il a. Ransen se demande ce qu'il veut dire par juste un sentiment. Celsius pose alors sa main sur l'épaule de Ransen. La situation devient de plus en plus confuse pour Ransen alors que le chariot continue sa route. Ils approchent d'une porte massive. Le chariot arrive enfin à la cité de El Acier Brillant. Ransen observe que d'une manière ou d'une autre, il a atterri là. Celsius présente alors l'endroit comme la cité des chevaliers où il réside, El Acier Brillant. Celsius explique que bien qu'il soit l'archiduc, il confie la plupart de la gouvernance à ses subordonnés afin d'enseigner à la prochaine génération d'érudits. En chemin, il a subtilement enseigné à Ransen les connaissances communes et l'étiquette de cette ère ancienne. Grâce à lui, Ransen a pu s'adapter progressivement à la vie là-bas. Il ne sait pas comment rentrer chez lui, il n'a donc d'autre choix que de se concentrer sur le présent. La technologie et l'art de l'épée de cet endroit sont plus avancés, il doit donc s'assurer d'en tirer quelque chose. Tout comme la dernière fois, Celsius l'informe qu'au château où il se dirige, il a un autre disciple. Il le décrit comme un jeune homme sincère et juste que Ransen rencontrera bientôt. Ils arrivent enfin au grand château. À leur arrivée, Ransen et une femme aux cheveux blonds réagissent avec surprise en se voyant. Celsius se place entre eux et leur demande s'ils se connaissent. Yoden Serum répond que oui et rappelle à son maître qu'il est l'homme qui l'a aidé à la chapelle des cultistes il y a environ un an. Celsius se souvient qu'elle a mentionné que l'homme utilisait une étrange clé épée et elle confirme que c'est exact. Il dit alors que c'est une chance qu'ils se connaissent, car Ransen est maintenant son cadet et il attend d'elle qu'elle lui enseigne bien. Celsius explique qu'il a pris Ransen comme disciple, mais qu'il a été incroyablement occupé ces derniers temps. Celsius décide que pour l'instant, c'est elle qui va l'instruire. Il prend alors congé, disant qu'il a des affaires à discuter avec les magistrats et qu'il va prendre de l'avance. Ransen peine à croire la situation dans laquelle il se trouve. La femme aux cheveux blonds le fixe, surprise de le revoir en tant que disciple de l'archiduc. Il se tourne pour la saluer, mais elle l'interrompt et lui demande ce qu'il croit faire. Elle met alors les mains sur ses hanches et lui demande si c'est la bonne manière de saluer un aîné. Il réalise qu'elle s'impose déjà par la hiérarchie. Yoden Serum l'informe que peu importe sa vie jusqu'à présent, il est maintenant l'un des deux seuls disciples du maître, avec elle. Elle demande si elle a tort, et il convient qu'elle a raison. Elle lui ordonne de toujours faire attention à ses actions pour ne pas déshonorer le maître. Il la trouve stricte car elle exige qu'il maintienne toujours une apparence soignée et une conduite appropriée. Elle montre ses bottes du doigt et demande « Quand les as-tu cirées pour la dernière fois ?» Ensuite, elle lui fait remarquer que sa cape est de travers. Et enfin, elle lui demande ce qui ne va pas avec ses cheveux. Elle le gronde, disant que comme ça, il n'est pas différent d'un bandit. Puis elle lui demande ce qu'il y a et pourquoi il continue de fixer ses cheveux. Ransen montre ses propres cheveux et lui demande si elle ne pourrait pas aussi dire quelque chose sur les siens. Yoden Serum touche ses propres cheveux. Elle recule rapidement alors que d'autres personnes observent la scène. Alors qu'il traverse une cour, la femme se présente comme étant Yoden Serum. Elle ajoute qu'elle est aussi membre de la garde royale de l'archiduc, les chevaliers de l'horizon. Yoden admet que, pour être honnête, il est peut-être plus fort qu'elle. Mais elle a entendu du maître qu'il ne peut toujours pas contrôler correctement sa clé épée. Elle saisit la garde de son épée en déclarant que la seule façon d'apprendre l'escrime est de s'affronter directement. Puis elle dégaine son épée et lui dit de dégainer la sienne, car il est temps pour son aîné de lui enseigner la voie de l'épée. Ransen comprend pourquoi il a été soudainement appelé sur le terrain d'entraînement. Yoden déclare qu'elle ne fait pas ça pour évacuer son embarras de tout à l'heure et lui demande de ne pas se méprendre.
Il acquiesce et dégaine son épée, disant qu'il n'y a pas besoin de mots face à une lame. Ioden Serum explique que comme ils ne peuvent pas manipuler le mana, ils se concentrent sur l'esprit de l'épée. Elle affirme que l'esprit de l'épée a une volonté unique. Puis Ioden démontre cette volonté en chargeant pour frapper. Ransen observe attentivement son mouvement. Dans l'affrontement, les lames des deux s'entrechoquent avec force. Il parvient à bloquer le coup de son instructrice. Elle révèle alors que le mana se rassemble simplement en accord avec cette volonté. Il comprend alors que c'est quelque chose de complètement nouveau. Ioden commente qu'une constitution qui contrôle directement le mana serait avantageuse, mais elle lui rappelle que la maîtrise est le pilier et le mana, le toit. Construire une base solide est la chose la plus importante. Ioden lui demande alors d'essayer d'élever l'aura de son épée. Ransen se concentre, et une puissance commence à se former autour de sa lame. Ransen réussit finalement et dit qu'il comprend. Ioden Serum observe sa lame attentivement. Puis elle se retourne et tend sa propre épée au jeune homme. Ioden lui demande d'essayer d'élever l'aura avec son épée à elle également. Il se prépare pour le nouveau défi. Mais Ransen se demande ce qui se passe avec la lame. Il se demande pourquoi l'épée se comporte de cette manière. Ioden déclare alors que c'est exactement comme elle s'y attendait. L'instructrice explique que l'aura d'une épée est la manifestation du pouvoir spirituel de la lame, et qu'une meilleure épée possède un pouvoir spirituel plus fort, c'est pourquoi il a réussi plus tôt. Elle le classe comme un spécialiste de bas niveau, à peine au niveau d'introduction, le laissant surpris. Ioden révèle que ce niveau est le stade de la lecture de l'épée, la faisant tournoyer le long du chemin qu'elle révèle. La première étape de Ransen est de développer la capacité de libérer une aura avec n'importe quelle épée. Elle déclare alors qu'il y aura une session d'entraînement spéciale ce soir-là. Après l'entraînement, Ransen est étendu, épuisé, au milieu de la cour. Ioden l'appelle par son nom alors qu'il se retourne sur le sol. Elle lui demande alors si le sol est censé être son lit. L'instructrice l'avertit de ne pas déshonorer la réputation de son maître et d'être prudent. Ioden lui demande pourquoi il porte les mêmes vêtements qu'hier, et Ransen répond qu'il n'a pas dormi. Il se lève alors et saisit son épée avec détermination. Une énergie commence à envelopper la lame de son épée. Ransen assène un puissant coup dans les airs. Son maître regarde, complètement surpris par cet exploit. Il explique qu'il s'est entraîné toute la nuit, c'est pourquoi il a réussi à faire quelque chose qu'il ne pouvait pas faire avant. Ioden rétorque que même le plus brillant des talents ne pourrait y parvenir en moins d'une semaine. Malgré cela, elle le félicite et dit qu'ils peuvent passer au stade avancé. Ransen lui demande de poursuivre l'entraînement. Les deux commencent alors un combat intense dans la cour. Ransen attaque avec force, et Ioden bloque le coup. Elle tient bon face à son assaut. Puis, dans un échange rapide de coups, il la met sous pression avec ses attaques. Deux spectateurs se demandent comment Ransen peut être comme ça, et l'un d'eux remarque que Ioden est en fait repoussé. L'instructrice commente qu'il utilise même le support de l'épée. Ioden saute alors et charge sur lui avec une attaque aérienne. Il observe attentivement son mouvement. Sa lame s'arrête à quelques centimètres du cou de Ransen. Il se demande comment elle a pu être si rapide. Après le coup, Ioden lance son épée en l'air. Elle explique que c'est le niveau du spécialiste de l'épée, où l'épée se déplace d'elle-même. Ransen comprend alors qu'il y a un stade où l'épée bouge avant même qu'il ne pense. Ioden l'informe que dans 2 semaines, il y aura un événement d'échange avec un duel programmé. Et naturellement, tous les regards seront tournés vers Ransen Vanroi, le disciple direct de l'archiduc Ratena. Ioden déclare qu'il doit absolument atteindre un stade de plus avant cela. Ransen sourit et dit que c'est exactement comme il s'y attendait. Il déclare alors que c'est amusant. Une voix s'approche en se moquant de cet homme, Ratena. L'homme se demande comment Ratena a pu recueillir une orpheline et maintenant un vagabond à l'identité inconnue. Puis Kazaja Celsius se révèle, critiquant le choix de Ratena d'accepter de simples étrangers comme disciples. Kazaja Celsius dit que le jugement du grand-duc est terriblement mauvais et qu'il aurait dû hériter du poste. Ioden l'avertit de surveiller ses paroles, car beaucoup d'yeux les observent. Il lui demande alors si elle essaie de lui faire la leçon juste parce que Ratena l'a déclaré sa successeur. Kazaja continue, disant qu'elle n'est qu'une spécialiste avancée, même après tout ce qu'il a fait pour elle. Et le novice, Ransen, n'est rien de plus qu'un pathétique spécialiste de bas niveau. Il exige alors de voir le trésor que Ratena a confisqué, mais Ioden dit qu'il ne peut être montré. Kazaja lui demande à nouveau si elle essaie de lui faire un sermon. Ransen regarde Ioden tolérer la situation et l'appelle maître. Il propose de laisser Kazaja vérifier si le jugement de Ratena était exact ou non. L'homme l'interroge, ne comprenant pas la proposition. Ransen suggère qu'il s'affronte s'il ne fait pas confiance à sa maîtrise de l'épée. Ioden essaie de l'arrêter, mais Kazaja se demande qui se battrait avec un simple disciple. Ransen demande alors si la solution n'est pas simple et déclare que tout ce qu'il a à faire est de faire taire tout le monde avec son talent impeccable. Les spectateurs chuchotent entre eux à propos de l'audace du jeune homme. Kazaja Celsius serre le poing et remet en question son audace. Puis il se tourne et dit qu'il verra combien de temps l'insolence de Ransen durera. Elle se tourne ensuite vers Ransen en disant que c'est sérieux et que leur maître est un problème. Il se contente de sourire et lui demande si elle a fini de rire. Ioden détourne le regard et dit qu'elle n'a pas pu se retenir plus tôt. Ransen déclare que peu importe les stratagèmes qu'il utilise, ils n'ont qu'à vaincre tout le monde. Elle accepte alors et leur dit de reprendre l'entraînement. Plus tard cette nuit-là,
Ransen marche à l'extérieur de la cour. Il aperçoit alors Yoden assise sur un banc de pierre et l'interpelle. S'approchant par derrière, Ransen lui demande si elle est sortie pour s'entraîner à nouveau. Elle répond qu'elle regardait simplement les étoiles. Ransen réalise qu'il a utilisé un langage informel sans s'en rendre compte. Yoden l'invite à regarder les étoiles aussi, et ils s'assoient ensemble. Yoden dit qu'elle ne le grondera pas pour le langage informel puisque personne ne les regarde et l'appelle son sauveur. Dans un souvenir, Ransen répond simplement. Yoden continue, disant que c'est un peu tard, mais qu'elle était très reconnaissante qu'il l'ait sauvée, elle et les enfants. Il suggère alors que si elle est reconnaissante, elle devrait utiliser un langage formel puisqu'il lui a sauvé la vie et qu'il est plus âgé. Ransen lui demande si elle aime regarder les étoiles, et elle répond qu'elle aime regarder les 13 divinités principales, ce qui le rend curieux. Elle explique que toutes les étoiles bougent, mais qu'il y en a 13 qui ne bougent pas et restent en place, nommées d'après les divinités. Il lui demande alors pourquoi elle aime ces étoiles. Yoden pointe une étoile, Mebaba, la déesse de la sagesse, qui ne se lève qu'au-dessus de leur tête là-bas. Elle révèle que lorsqu'elle était jeune, elle ne savait pas où était sa place. Mais quand elle a vu cette étoile, elle a réalisé où elle devait être. Et c'est pourquoi elle aime regarder les 13 divinités principales. Puis Yoden se lève pour partir, disant qu'elle doit préparer un cours, mais Ransen lui rappelle qu'elle l'a déjà terminé. Il la taquine, en disant qu'elle s'enfuit simplement parce qu'elle est gênée. Le jour se lève dans la grande salle. Yoden et Ransen marchent ensemble dans un couloir. Avant d'ouvrir la porte, Yoden lui demande s'il est prêt. Avec un sourire confiant, Ransen répond simplement oui. Ils sortent alors dans une grande cour où de nombreux autres guerriers les attendent. Ransen est surpris par le nombre énorme de personnes présentes. Un groupe d'hommes demande s'il est le disciple direct du grand-duc, et l'un d'eux dit qu'ils le découvriront bien assez tôt. Il réalise alors que tout le monde semble impatient de le mettre en pièces. Ransen comprend que d'innombrables personnes voulaient ce poste, donc elle ne le regarderait pas d'un bon œil. Un homme plus âgé annonce qu'en célébration du rassemblement, des duels amicaux peuvent commencer. L'arène de combat est présentée alors que les combattants prennent leur position. Ransen attend seul au centre de l'arène. Son adversaire le fixe de l'autre côté du terrain. L'homme dit qu'il ne sait pas pourquoi le grand-duc l'a choisi comme disciple direct, mais il prétend que cela changera bientôt car il gagnera et prendra cette position. Ransen le regarde en silence. Son adversaire libère alors son pouvoir. Ransen sourit légèrement face au défi. Puis il saisit son épée et dit qu'il peut venir quand il veut. Il charge à grande vitesse vers son adversaire. Les deux lames s'entrechoquent avec une force énorme. L'homme est choqué par la puissance écrasante de Ransen. Ransen brise alors la lame de son adversaire et se prépare pour le coup final. L'adversaire réalise alors qu'il est sur le point de mourir, et il se jette avec sa lame vers le cou de son opposant. L'homme tombe au sol, vaincu. Yoden observe la scène, complètement abasourdi. Kazaja Celsius reste sans voix face à ce qu'il vient de voir. Ransen se tourne alors vers la foule et appelle simplement le prochain challenger. Un nouvel adversaire prend position dans l'arène, levant son épée vers Ransen. Il charge alors en avant avec un coup puissant. Ransen se prépare pour la contre-attaque. D'un seul mouvement, il esquive le coup et met son adversaire à terre. Ransen pose son épée sur son épaule et appelle le prochain challenger. D'autres chevaliers observent le combat à distance, puis il bat un autre adversaire d'un coup précis et demande le suivant. Il met le suivant à terre d'un coup de poing et, l'homme déjà au sol, appelle le prochain. Les spectateurs commentent qu'il est un monstre pour avoir vaincu l'un de leurs oncles. Kazaja Celsius observe la scène avec dédain, puis se retourne et quitte les lieux. Il se demande si c'était là tous les adversaires que son grand-oncle avait préparés, trouvant cela plus facile qu'il ne l'imaginait. Un dernier adversaire s'approche et Ransen demande s'il est le dernier partenaire d'entraînement. La silhouette mystérieuse annonce « J'arrive » et charge pour attaquer. Ransen se prépare au combat, concentrant sa puissance dans son épée. Son adversaire se précipite rapidement pour frapper, puis la silhouette mystérieuse saute pour porter un coup aérien. Mais Ransen part le coup, et l'épée de l'adversaire s'envole de sa main. Il se demande alors s'il n'a pas été trop dur avec le jeune homme. Ensuite, la silhouette encapuchonnée se tourne pour partir. Avant de partir, le jeune homme s'incline en signe de respect. Ransen le regarde quitter l'arène de combat. La scène change pour une salle de banquet avec une table somptueuse. Deux hommes discutent et boivent du vin pendant la célébration. Yoden et Ransen, maintenant vêtus de tenues de cérémonie, commentent qu'ils sont heureux que tout se soit bien terminé. Ransen fait remarquer que si le banquet de clôture se déroule sans accroc, il n'y aura pas de problème, mais il pointe alors la tenue de son aîné. Yoden répond fièrement que c'est la tenue standard et qu'il devrait prendre exemple sur elle. Il lui demande alors pourquoi elle porte des chaussures d'entraînement. Elle s'éloigne rapidement, laissant Ransen derrière elle. Le banquet a lieu, marquant plus d'un mois depuis son arrivée. Il se souvient du livre du destin qu'il a amené à cette époque et avait espéré que quelque chose se produirait. Ses pensées sont interrompues lorsqu'une voix l'appelle Seigneur Ransen. Le jeune homme qui l'a combattu plus tôt s'approche et se présente à nouveau comme Milo Ayazen. Ransen le reconnaît comme son dernier adversaire de l'arène. Milo Ayazen s'incline soudainement et déclare son admiration, laissant Ransen surpris. Il explique qu'il a été captivé par la posture assurée de Ransen et que ce fut un honneur de le combattre.
Ransen se gratte la nuque en acceptant les louanges exagérées du jeune homme. Milo révèle qu'il possède également une constitution unique. Il retire alors son chapeau et se révèle être un demi-elfe. Ransen réalise que les elfes existent vraiment. Milo explique que les gens ordinaires communiquent avec les esprits des épées. Mais son rêve est d'être comme Ransen, quelqu'un qui peut utiliser à la fois les esprits des épées et les élémentaires. Ransen se sent un peu coupable de ne pas avoir une constitution unique. Le jeune demi-elfe lui rappelle ses propres enfants, alors il ne peut se résoudre à dire quoi que ce soit. Ransen l'encourage alors, disant qu'il réussira s'il s'efforce suffisamment. Milo partage qu'après une procédure populaire, il lui est devenu plus facile de communiquer avec l'énergie de l'épée. Ransen demande si quelque chose comme du dopage est devenu populaire ces derniers temps. Les deux poursuivent leur conversation au milieu de la salle. Soudain, Milo pointe la fenêtre du doigt et dit que ça commence. La lune psychédélique se lève dans le ciel à travers la fenêtre de la salle de banquet. Il commente qu'elle apparaît une fois par mois et qu'elle est très belle à voir d'ici. Ransen, cependant, se demande si on peut vraiment la considérer comme belle. La lune triangulaire est suspendue dans le ciel nocturne. Soudain, un cri résonne dans la salle de banquet. L'un des invités demande ce qui ne va pas avec son compagnon. Ransen observe la scène sans comprendre ce qui se passe. Les gens commencent à se transformer en créatures monstrueuses. Il se demande alors si c'est la prophétie du livre du destin. Milo se penche soudainement de douleur et appelle Seigneur Ransen. Le jeune demi-elfe dit que son corps lui semble étrange alors qu'il se transforme. Ransen l'appelle par son nom, observant le changement. Milo se demande alors s'il ira bien à mesure que la transformation progresse. Ransen s'agenouille devant la créature et demande à Milo de se réveiller. La bête le reconnaît et murmure le nom de Ransen. Il avoue alors que son souhait était de devenir un chevalier. Ransen le regarde avec une expression d'angoisse, mais un monstre fonce pour attaquer et Milo se jette sur la créature pour l'arrêter. Puis Ransen se retourne à la dernière seconde en sentant l'assaut. La créature attaque, mais son coup est bloqué et elle est projetée au loin. Puis la créature se jette sur Ransen. Il demande alors pourquoi cela arrive, mais la bête charge à nouveau en esquivant le coup. Ransen se demande une fois de plus pourquoi cela arrive. Ses attaques continuent de manquer leur cible et il se demande pourquoi. Une voix l'appelle, le tirant de sa transe. À ses côtés, Yoden Serum bloque l'attaque d'une autre créature. Elle le secoue et l'avertit qu'ils doivent partir maintenant ou ils mourront tous les deux, en montrant la sortie. Mais Ransen hésite, inquiet pour Milo. Dans la salle, Milo est submergé et mordu par deux autres lycanthropes. Il réalise qu'il est trop tard alors que Yoden le tire par le bras. Avec un air défait, il accepte de partir. Tandis qu'il court, Ransen explique que tous les ennemis sont trop forts et que leurs réactions sont trop rapides. Yoden le regarde alors et dit que si elle peut le faire, lui aussi le peut. L'une des créatures les observe alors qu'ils tentent de s'échapper. Puis l'un des lycanthropes hurle, et les autres répondent en chœur. Soudain, le duo se retrouve complètement encerclé par les monstres. Ransen adopte une posture déterminée. D'un seul coup d'épée, il tranche la tête d'une des créatures. Le monstre rugit en étant frappé. Yoden passe également à l'action, abattant un autre ennemi qui s'approche. Ransen se retourne et fait face à trois autres lycanthropes devant lui. Avec un mouvement tournoyant, il attaque les créatures autour de lui. Le duo se bat en parfaite synchronisation, se frayant un chemin à travers le chaos. Ils saisissent l'ouverture et se remettent à courir dans le couloir. Yoden prévient qu'ils sont presque à la sortie. Elle dit qu'ils sortiront par là pour rejoindre les autres chevaliers. Mais alors qu'ils s'arrêtent devant la porte, elle dit que les monstres en ont après le maître du trésor et qu'ils doivent les arrêter. Ils se retournent et réalisent que les lycanthropes bloquent la porte. Yoden lève son épée, déclarant que c'est le dernier et qu'elle va attaquer à nouveau. Mais Ransen l'arrête et lui demande d'attendre un moment. Il dit que quelque chose ne va pas et du dos d'un des monstres, quelque chose commence à émerger. Des tentacules jaillissent violemment du dos de la créature. Les deux regardent les autres lycanthropes révéler aussi leurs tentacules. Puis Yoden prend position et bloque la pluie d'attaque avec son épée. Ransen la regarde et réfléchit au domaine de la maîtrise de l'épée où la vitesse de réaction approche de 0. Il leur crie d'avancer ensemble, et elle accepte. Au sol, les morceaux de tentacules coupés commencent à bouger et à se régénérer. Ransen se retourne en remarquant un mouvement derrière lui. L'un des tentacules régénérés se jette rapidement sur lui. D'un mouvement rapide, il parvient à bloquer l'attaque. Il rejoint alors Yoden et l'avertit que ces choses se régénèrent. Les deux font face aux tentacules, et Ransen conclut que le simple fait de les couper ne suffira pas. Yoden pousse Ransen sur le côté, se plaçant devant l'attaque, et elle est saisie, le tentacule lui transperçant l'abdomen. Ransen est sous le choc de ce qui vient de se passer. Avec un cri, Ransen déchaîne sa puissance. Il balance son épée en un arc rapide, tranchant tous les tentacules autour de lui. Les appendices se dissolvent, mais le liquide restant au sol commence à fusionner à nouveau. Le lycanthrope principal l'attaque avec ses propres tentacules. Ransen esquive d'un mouvement rapide et frappe le lycanthrope, le coupant en deux. Il prend une profonde inspiration, retrouvant son calme. Seul dans la salle, il se retourne et marche vers la sortie. Dehors, il voit la bataille chaotique qui se déroule dans toute la ville. Son visage est taché de sang alors qu'il observe la scène. Il remarque alors une étrange lumière dans le ciel. Il se demande si cette lumière est la cause de tout ce chaos. Soudain,
Ransen chancelle en arrière. Il tombe au sol, se lamentant que même s'il pensait être devenu plus fort, il n'a réussi à protéger personne. Une notification l'informe de son échec à modifier l'histoire. Il se réveille dans un lieu inconnu, interrogeant la voix féminine qu'il entend. La voix explique qu'elle utilise la causalité brisée pour remonter le temps. Elle l'avertit que ce pouvoir n'est pas infini et qu'un échec entraînera une défaite totale. Un livre apparaît devant lui, et la voix lui souhaite bonne chance. Le texte dans le livre change, mentionnant que son maître a rendu un trésor. Ransen est surpris en lisant le message. Un médaillon avec une étoile à 6 branches est montré. La scène change pour Ransen voyageant dans une calèche sous un ciel bleu. Il sursaute quand quelqu'un l'appelle. Un homme retire sa capuche et lui demande s'il va bien. L'homme est Bersan, qui mentionne l'avoir trouvé par hasard et l'avoir pris comme disciple. Ransen réalise alors qu'il est retourné au début de tout. Ransen se tourne vers son maître et le salue. Il demande alors quel trophée de guerre il a ramené dans le coffre. Bersan révèle qu'il s'agit d'une relique sacrée de la secte. En entendant cela, Ransen réalise le lien terrible avec les événements futurs. Il essaie d'avertir son maître que quelque chose de terrible s'est produit à cause de la relique, mais Bersan l'interrompt d'un simple « ça suffit ». Il déclare qu'il ne sait pas ce qui s'est passé, mais que cela semble être quelque chose que Ransen lui-même doit résoudre. Ranson lui a demandé ce qu'il voulait dire par là. Son maître répond simplement qu'il ne sait pas, mais qu'il est désolé et le remercie. Sur ce, Ransen comprend qu'il devra tout résoudre par lui-même. Alors, il décide de faire une autre demande à Bersin. Il demande à son maître de lui enseigner l'art de l'épée. Bursin sourit et convient que commencer ainsi n'est pas une mauvaise idée. Les deux prennent leur position pour l'entraînement, épée en main. Bursin lève son arme et déclare qu'à partir de ce moment, il lui montrera l'objectif qu'il doit poursuivre. L'énergie se rassemble autour de la lame de l'épée de Bursin. Il le met alors au défi d'attaquer de toutes ses forces. Ransen accepté, son épée chargée d'énergie, annonce son attaque. Il charge en avant rapidement. Puis il lance une frappe qui crée un énorme tourbillon. La technique déferle vers son maître, mais Berson reste ferme en regardant l'attaque approcher. Il sourit avec confiance. Saisissant l'épée à deux mains, il se prépare. D'un seul mouvement, sa lame tranche l'attaque de Ransen. Surpris, Ransen tombe à genoux et demande ce que c'était. Bersin révèle que c'est le domaine de la lame complète, l'aura d'acier. Il explique qu'il faut affiner l'âme jusqu'à ce qu'elle ne fasse plus qu'un avec l'épée. Ransen fixe son maître, comprenant qu'il doit atteindre ce domaine. Ailleurs, Yodin Serum est informé que pendant un certain temps, elle devra enseigner. Ransen se ressaisit avec un regard résolu, déterminé à les protéger. Dans la cour du château, il s'entraîne à un large coup d'épée. Il poursuit le mouvement par une rotation précise, mais son entraînement est interrompu, le faisant lever les yeux. La cloche de la tour du château se met à sonner. Dans le ciel, quelqu'un annonce que la lune psychédélique est apparue. Mélo Yassin sourit avec enthousiasme à la personne à côté de lui. Dans une salle, Ranson observe la scène avec une expression tendue alors que tout a commencé. Sous son influence, deux des chevaliers se transforment en lycanthropes et rugissent. Ranson observe la scène en silence. Il se souvient que pendant 2 semaines, il a voyagé dans le temps, découvrant que les monstres étaient des étudiants qui avaient reçu un traitement mentionné par Milo. Même après avoir enquêté sur les médicaments concernés, il n'a rien trouvé d'inhabituel. Il se souvient de Milo qui criait, disant que son corps lui semblait étrange alors qu'il se transformait. Ransen se remémore ce moment avec une expression tendue. Puis il se retrouve à nouveau devant Milo, qui lutte contre la transformation au sol. Il s'agenouille et demande à son ami de tenir encore un peu, mais une autre créature charge sur lui. D'un mouvement rapide, il abat la bête avec sa lame. Après le coup, il se retrouve entouré d'autres lycanthropes. Malgré tout, son épée à la main, il reste ferme et déterminé à essayer. L'un des lycanthropes bondit vers lui pour l'attaquer avec ses griffes. Il décide que cette fois sera différente et s'avance avec son épée, déclarant qu'il peut repousser les monstres. D'un coup de taille latérale, il frappe l'un des lycanthropes. Son mouvement ouvre un chemin à travers les ennemis. Il voit Milo se faire attaquer par un autre lycanthrope, crie son nom, puis court vers eux pour l'aider. Soudain, une des créatures apparaît derrière lui. Il se retourne et abat le lycanthrope. Un cri le distrait, le faisant regarder sur le côté. Un autre monstre charge vers Milo qui est étendu au sol. La créature l'appelle par son nom alors qu'elle est maîtrisée. Ransen se fige en se souvenant du souhait de Milo de devenir chevalier. Il échoue à le protéger une fois de plus. Puis Adam crie son nom. Elle se positionne devant Ransen et bloque l'attaque de l'un des monstres. Elle le secoue et l'avertit qu'ils doivent partir maintenant ou ils mourront tous les deux, en montrant la sortie. Jotin dit alors qu'ils sont tous ridiculement forts et suggère de se répartir les tâches. Elle propose de couper les coups pendant qu'elle s'occupe des griffes, mais Ransen l'interrompt en criant de se taire. Ranson tombe à genoux sur le sol, et elle crie à nouveau son nom. Il charge alors seul dans le couloir vers les lycanthropes. D'un bond, il se jette sur les créatures pour les attaquer. Ranson est agenouillé au sol, se défendant contre de multiples attaques. La scène change pour un ciel nocturne étoilé. Sur un toit, Ransen demande à Eoden si le Seigneur 13 regarde, la laissant confuse. Elle se tourne vers lui et lui demande comment il savait cela. Il explique qu'il le sait parce qu'elle le lui a déjà dit et que voir le Seigneur 13 l'aide à savoir où il se trouve.
Ransen lui demande si elle pense à protéger cet endroit en regardant le ciel. Yoden confirme que c'est laquelle a reçu tout ce qu'elle a, mais lui demande pourquoi il l'a protégée. Il se souvient alors des paroles sur le fait de rester en vie et de protéger. Elle mentionne le domaine du support de l'épée, où l'arme bouge d'elle-même, et Ransen demande si elle bouge contre la volonté de son propriétaire. Avec un sourire, Yoden lui demande si son inquiétude est qu'elle ne puisse pas contrôler sa propre épée, mais elle explique qu'en atteignant ce domaine, de telles distinctions perdent leur sens. Ransen réfléchit que l'épée, c'est lui et qu'il est l'épée, et que son mouvement n'est que son cœur. De retour au combat, il lance une frappe circulaire contre les ennemis. Des créatures vaincues, une nouvelle masse de tentacules se forme. Les tentacules déferlent pour attaquer Ransen. Il avance à travers les coups, se frayant un chemin avec son épée. Il se prépare pour une attaque finale. D'un seul mouvement, il coupe la créature en deux. Yoden court vers lui et lui demande s'il est fou et cherche à se tuer, tandis qu'il réalise qu'il l'a sauvée. Il dit alors que si elle a le souffle pour parler, elle devrait l'utiliser pour brandir son épée. Puis un des lycanthropes charge pour attaquer. Ransen l'intercepte d'un coup d'épée. Il réalise qu'il a sauvé Yoden et tué le monstre. Au milieu des ennemis tombés, il se demande s'il a enfin réussi. Yoden l'avertit alors que les lycanthropes se dirigent vers l'extérieur. Elle le tire et dit qu'ils doivent partir aussi. Dehors, Ransen remarque une lumière familière dans le ciel. Il demande, incrédule, si cela se reproduit. Une notification l'informe que l'altération de l'histoire a échoué. Le temps recule une fois de plus, consumant la causalité brisée. Dans le livre, les dates changent, montrant un nouveau point de départ. Il se retrouve à nouveau dans la calèche, en plein jour. Avec un regard déterminé, il comprend qu'il ne peut pas se contenter de gagner. Ransom continue son voyage dans la calèche en réfléchissant à son parcours. Il comprend que sa mission est de protéger le trésor de la secte, mais qu'il ne pourra pas surmonter ce défi sans atteindre le support de l'épée. Alors il se retourne, appelle son maître et lui demande comment exactement il peut atteindre le support de l'épée. Ransom appelle son maître. Puis il demande comment exactement il peut atteindre le support de l'épée. Il déclare que le jeune homme y est presque, à seulement un demi-pas. Ransom répond qu'il ressent la même chose. Dans un souvenir de bataille, il charge en avant avec son épée contre un lycanthrope. Il s'efforce d'avancer plus vite, mais un ennemi l'attaque par derrière. La nécessité de tuer plus vite devient évidente, et il se jette en avant dans une attaque rapide. De retour dans le présent, Ransen dit que peu importe comment il l'appelle, l'épée ne bouge pas. Assis à côté de lui, Bersan déclare que la plaie ne fonctionne pas, et le jeune homme lui demande d'expliquer. Le maître lui demande s'il ordonne à son cœur de battre ou à son estomac de digérer. Ransen répond que non. Alors le maître explique qu'une épée ne se commande pas, mais s'accepte. Il assimile les paroles de son maître. Le soutien de l'épée signifie que la lame devient une partie de l'utilisateur, non par commandement, mais par unité. Et ce soutien n'est pas une étape distincte, mais simplement le processus de ne faire qu'un avec l'arme. Puis deux hommes le soulèvent tandis que Bersan lui ordonne de ne pas dégainer son épée, et Ransen demande ce qu'il doit faire. Son maître lui conseille de ne pas tirer l'épée, mais d'attendre qu'elle le tire. Ransen commence à protester, mais il sait qu'il n'y a pas de temps à perdre. Ailleurs, devant un grand château, Yoden Serum l'aperçoit et réagit. Ransen s'approche d'elle en silence. Elle commente qu'il est toujours le même. Puis il sourit et déclare que la voir le calme d'une certaine manière. Les autres, y compris le maître, observent l'interaction entre les deux. Le maître commente qu'il a compris plus vite que prévu, et Ransen lève son épée en l'air. Deux gardes réagissent, remettant en question son audace devant le grand-duc, mais une main se lève pour les faire taire. Bersan déclare que le jeune homme l'a enfin touché. Il a atteint le royaume où la lame et le soie ne font qu'un. Alors son maître demande quel est le véritable désir de Ransen. Il déclare que son désir est de protéger Yoden et la ville. Son regard se durcit avec conviction. Yoden le regarde en silence. Plus tard, dans une salle de banquet, Ransen, Yoden et Milo Ayazen sont réunis en tenue de cérémonie. Elle remercie Ransen, disant que grâce à lui, elle a pu porter des chaussures convenables au banquet de remise des diplômes. Et elle avoue qu'elle a failli s'enfuir à mi-chemin pour les changer. Il répond que cela aurait été étrange pour lui. Milo dit que pour les protéger tous les deux, il vaut mieux rester à proximité. Yoden demande ce qu'il veut dire, mais Ransen répond que certaines choses sont comme ça. Le demi-elfe commente le côté étonnamment négligé des Yoden, et elle insiste sur le fait que ce n'était que cette fois-là. Ransen resta silencieux, le regard concentré. Une prophétie dit que si les mots du livre du destin sont effacés et que le maître retourne dans le passé, il ne restera qu'une seule chance. Soudain, une cloche sonne et une faille s'ouvre dans le ciel. Ransen se retourne et déclare que cette fois, ils doivent réussir. Puis des lycanthropes envahissent la salle, attaquant les personnes présentes. Yoden demande ce qui se passe alors que Milo tombe à genoux. Ransen la saisit par les épaules en lui demandant d'écouter attentivement. Il lui ordonne de mener les chevaliers et d'évacuer les recrues saines, mais elle proteste en disant qu'ils doivent tuer les monstres avant toute évacuation. Il déclare qu'il s'occupera des monstres et qu'elle doit rassembler les troupes après la retraite. Ransen lui ordonne ensuite de trouver une lumière étrange au sud de la ville, de l'attaquer et d'éliminer sa source. Yoden demande s'il sait quelque chose. Il le confirme et lui dit de partir,
lui ordonnant d'abattre sans hésiter quiconque essaierait de l'arrêter. Pendant ce temps, les lycanthropes continuent de se rassembler dans la salle. Ioden accepte finalement ses ordres, puis elle sort de la salle en courant pour accomplir sa mission. Ransen reste au milieu du chaos, tenant l'un des lycanthropes. À côté de lui, Milo commence à se transformer en lycanthrope, disant que son corps lui semble étrange. Ransen lui demande de tenir encore un peu. Il se retourne pour faire face aux ennemis qui approchent et se positionne pour protéger Milo, entouré d'autres lycanthropes. Une horde de peut-être 300 lycanthropes se révèle devant lui. Une créature attaque avec un coup puissant, mais Ransen s'interpose entre ses griffes. Il décide que le nombre d'ennemis n'a pas d'importance tant que son épée répond dans sa main. Puis il déchaîne une série de frappes à grande vitesse. Les attaques touchent plusieurs lycanthropes en même temps. Ransen avance, abattant un autre adversaire sur son chemin. Et il se promet que cette fois, il ne laissera pas un seul ennemi s'échapper. Il se lance dans un large mouvement circulaire, sa lame fend dans l'air. Un lycanthrope se jette sur lui, mais sa réaction est instantanée. Son corps bouge avant même qu'il ne s'en rende compte. Il comprend que ce n'est pas lui qui manie l'épée. L'épée le guide, le menant à frapper un autre monstre. La quantité d'informations que la lame lui transmet est écrasante. C'est incomparable à avant alors qu'il achève encore une autre créature. Des dizaines de mouvements qui ne se sont pas encore produits se déroulent sous ses yeux, et il réalise que c'est le domaine de la perception de l'épée. Les lycanthropes restant le chargent de tous côtés. Il se prépare à l'attaque et déchaîne un autre torrent de frappes qui remplit toute la salle. Les corps des créatures tombent autour de lui. Cette fois, il a réussi à tuer tous les lycanthropes avant qu'ils ne puissent s'échapper. En regardant le carnage, il déclare que c'est terminé. Milo se recroqueville sur le sol, maintenant complètement transformé. Ransen s'agenouille à côté de lui, lui demandant de tenir bon car il doit y avoir un moyen d'inverser cela. Mais Milo répond que ce n'est pas si simple. Ransen l'encourage à ne pas dire des choses aussi faibles, affirmant que les mages compétents ici trouveront sûrement un moyen. Milo s'excuse auprès de lui et dit qu'il connaît la vérité. Il déclare que son état est irréversible et que son seul souhait est de mourir en tant qu'humain. Et Milo saute la vie devant Ransen. Plusieurs tentacules émergent de la créature et déferlent vers Ransen. Il serre les dents en se défendant et enfonce son épée dans la créature, se faisant frapper par les tentacules au passage. Le monstre s'enflamme, et Ransen dit qu'il a déjà assez souffert. En regardant le corps brûlé, il promet que si Milo renaît dans 10 000 ans, il le traitera bien, comme un membre de sa famille. Il rengaine son épée et sort de la salle en courant, passant devant les corps des lycanthropes. Il regarde la ville et se rend compte qu'il n'y a pas de lumière, concluant que Ioden a réussi. Ioden court vers lui en criant son nom. Elle continue de courir en criant que Ransen a été touché et que le maître a brisé les chaînes des hérétiques. Dans son souvenir, elle révèle que lorsque le maître a été vaincu, la lumière étrange a disparu. Avec cela, les lycanthropes ont perdu leur force et l'un d'eux s'effondre devant elle. Ransen sourit, une lumière brillant dans sa poitrine, et dit qu'elle a bien fait. Ioden s'arrête brusquement en le voyant se dissoudre en particules et l'appelle. La pleine lune brille dans le ciel nocturne. Ailleurs, un Ransen plus jeune marche à travers une ville détruite. Il se serre la poitrine et déplore de ne pas avoir pu lui dire qu'elle avait bien fait. Ransen regarde autour de lui et se demande si c'est le centre de la ville de Kushan, calculant qu'une semaine s'est écoulée depuis sa disparition. Il examine la ville et commente que c'est un désordre, comme prévu. Comme sa fratrie n'était pas au domaine Ilnian, il saute d'un toit à l'autre. Il atterrit et conclut que c'est le seul endroit où il pourrait être. Puis le jeune homme s'approche du château des Pietro Boroni. Puisque Ribra connaissait Sia, il en déduit qu'elle a dû y emmener sa fratrie pour chercher refuge. Il pense qu'ils doivent être en sécurité avec Ribra, mais il veut le voir par lui-même. Une femme apparaît derrière lui avec une lame dans son dos, lui ordonnant de ne pas bouger et lui demandant qui l'a envoyé. Il réalise que le moindre mouvement le fera couper et reconnaît qu'elle est une spécialiste de haut niveau. Sa main serre la poignée de sa propre épée. D'un mouvement rapide, il se retourne et bloque son attaque. Ransen la reconnaît comme étant Katrina et elle balbutie son nom. Elle demande avec enthousiasme si c'est vraiment lui et le jeune homme confirme que cela fait longtemps qu'ils ne se sont pas vus. Katrina, incrédule, demande à le regarder de plus près, et il commente que la situation est chaotique. Elle demande quand il est revenu, et Ransen explique que Sia a envoyé un message il y a 2 jours à propos d'une attaque. Alors Katrina se retourne et crie à tout le monde de sortir. Ce clin Ilnion annonce que son frère est de retour. Daisy Ilnion et Similan entendent la nouvelle, et la jeune femme répète que Ransen est revenu. Daisy réagit avec surprise à cette révélation. Depuis la cour, Ransen leur fait un signe de la main à côté de Katrina. Il regarde le groupe rassemblé et dit que maintenant, cela semble enfin réel. Puis il étreint ce clin et Daisy, disant qu'il est enfin rentré à la maison. Une fois réunis dans une pièce, Ransen dit que la joie des retrouvailles est brève et qu'il ira droit au but. Simolan explique que dans la semaine qui a suivi la mort de Xus, Ashley a dévoré la moitié de la ville de Kushan. Ransen demande si elle parle des Ashley, l'ancien chef de bandits, et se demande comment cela a pu se produire. Elle continue, disant qu'ils étaient eux-mêmes sur le point d'être dévorés par Ashley avant son arrivée. Simolan ajoute qu'il a exercé une pression flagrante, et Ransen demande de quel genre de pression il s'agissait. Elle croise les bras en silence. Daisy révèle alors qu'il veut l'épouser.
Ransen se demande s'il a bien entendu et demande ce que veut Ashley. Simolan commence à expliquer qu'environ 3 jours après sa disparition, Ashley a été le premier à agir. Il a fait venir des forces territoriales, a formé des alliances avec des familles sans scrupules, et a même attiré des factions neutres à ses côtés. De plus, il a recruté les guerriers rouges et en 7 jours, il a pris le contrôle de la moitié des groupes armés de la ville. Et maintenant, il a même engagé la confrérie cultiste. Ransen répond simplement qu'il comprend. Il réfléchit qu'il s'est passé beaucoup de choses pendant son absence, et qu'un retard supplémentaire aurait été un désastre. Daisy demande à son frère de se calmer d'abord, mais il l'ignore. Il déclare alors qu'il est plus contrôlé et rationnel que jamais. Puis il demande où il peut aller pour avoir une conversation approfondie avec ce salaud. Simolan l'informe que le lendemain, il y aura une réunion du conseil de Kushan, et Ashley sera présent. Ransen déclare que c'est l'occasion parfaite de s'occuper des Ashley et de tout le reste de la racaille. Mais elle l'arrête en disant qu'il ne peut pas faire ça car le maintien de l'ordre public est essentiel. Elle insiste sur le fait qu'il sait qu'un groupe armé d'une certaine taille est une nécessité pratique. Puis elle pousse un livre sur la table vers lui et révèle que c'est une liste de cibles. Ransen ouvre le livre et analyse son contenu. La liste montre des noms en bleu pour les factions décentes, en noir pour la racaille irrécupérable, et en rouge pour les intermédiaires. Il remarque que même ceux marqués en rouge vivent d'activités illégales, mais Simolan insiste sur le fait qu'ils en ont besoin pour faire fonctionner la ville. En regardant la liste, il demande si Ashley est aussi marquée en rouge. Il demande ensuite si toutes les personnes listées seront réunies demain, et Simolan confirme que oui. Ransen se lève, ferme le livre, et déclare qu'il s'occupera du reste. Le lendemain, dans une partie en ruine de la ville, plusieurs groupes armés sont rassemblés et attendent. Un des hommes pointe une arrivée et dit aux autres de regarder. Ransen s'approche accompagné de Katrina et du baron du roi, et un homme commente qu'il était finalement en vie. Katrina Agion de la famille Ilnion est à ses côtés, et le baron du roi, également de la famille Ilnion, l'accompagne. Ashley se retourne et salue le seigneur Ransen. Le bandit s'approche, exprimant son soulagement qu'il soit venu et qu'il soit en sécurité. Ashley demande pourquoi mademoiselle Daisy n'est pas venue, et Ransen demande pourquoi il s'enquiert d'elle. Il répond avec un sourire qu'il aime les filles avec une forte fierté. Ransen le fixe d'un regard glacial. Ashley demande alors s'il a entendu parler de sa proposition et lui demande de la considérer favorablement. Il continue en disant que devenir une famille ne serait pas une mauvaise chose pour le nouveau comte. Ransen remet en question le titre de nouveau comte, et Ashley confirme qu'il est le nouveau comte et déclare que personne ici ne le nierait. Ashley déclare alors que même le comte ne pourra pas ignorer sa faction puisque la moitié de la ville est entre ses mains. Il s'adresse à la foule en demandant s'ils ont entendu que des types ont causé des problèmes pendant son absence. Puis il lève le livre contenant la liste des cibles. Ransen désigne la famille Caru et les accuse d'avoir massacré une famille entière pour voler leurs biens. Il appelle simplement Katrina. Un membre de la famille Caru tente de s'expliquer en dégainant son épée, mais Katrina s'avance et exécute l'homme d'un seul coup d'épée. Les autres membres de la faction réagissent en déclarant que Ransen est devenu fou. Ashley commente que le nouveau comte est effrayant et qu'il applique la loi dès le début. Ransen appelle alors la famille Roron, et le baron du roi exécute l'un de ses membres. Les familles Héron, Dasbiquet et Lucas sont les suivantes à être appelées et éliminées. Ashley observe les corps gisant sur le sol après l'exécution de masse. Il se tourne vers Ransen et dit qu'il pense qu'ils ont compris le message. Ransen déclare qu'être trop effrayant peut être contre-productif avant d'appeler les noms suivants. Il énumère ensuite les noms de Taplin, Dusk, Kukurak, X, et Shadowcare, laissant Ashley surpris. Ashley se tourne vers ses hommes et crie que c'est pourquoi il les avait prévenus de savoir quand s'arrêter. Ransen, le baron et Katrina marchent vers lui. Ashley le fixe et essaie de se justifier auprès de Ransen, disant qu'il a toujours respecté les limites et que le problème vient des autres. Un de ses alliés le confronte, lui demandant pourquoi il essaie de prendre ses distances maintenant qu'ils profitaient ensemble. L'allié des Ashley l'accuse de garder la part la plus sale des profits. Ashley et ses hommes reculent en remettant en question le titre de nouveau comte. Ransen se prépare à agir, et Ashley réagit en sentant le danger imminent. Puis Ransen charge et frappe Ashley d'un coup rapide. Ashley chancelle en arrière, se demandant ce qu'il croit être en train de faire. Ransen énumère alors les crimes des bandits, incluant 3 installations de production de drogue et 12 réseaux de prostitution forcés, et tout cela était géré par Ashley. La sentence d'exécution est alors déclarée. Ransen fait face à Ashley et ses hommes au milieu des ruines, puis Ashley invoque l'escouade des guerriers rouges. Des guerriers en armure marchent vers lui. Ransen l'avertit qu'il n'est pas trop tard pour arrêter cette bravade, mais Ashley prévient que s'il continue ainsi, les deux camps seront anéantis. Ransen balance sa lame sur le cou des Ashley, le décapitant. Les autres hommes regardent la scène, choqués. Le grand guerrier, Uxala, s'approche et demande s'il a vraiment l'intention d'en finir. Ransen dit simplement à l'oncle Uxala de choisir une option. On demande alors au guerrier s'il va battre en retraite ou attaquer. Ransen demande s'il croit vraiment pouvoir tuer tout le monde dans ce pays de voleurs et à quel point il est lui-même pur pour dire une telle chose. Ransen déclare que le fait d'être pur ou non n'est pas ce qui compte. Il continue en disant qu'à cause de gens comme le guerrier, des familles sont détruites. Dans un souvenir, un garçon supplie sa mère de ne pas partir. Des enfants illégitimes naissent,
et la ville gagne plus d'orphelins à cause de cela. Ransen se demande alors quelle différence cela fera de lui dire tout ça. L'épée levée, il prévient que si Uxala ne comprend pas, il mourra. Le guerrier l'observe, puis Ransen charge vers les hommes derrière lui. Uxala et les autres sont frappés par le coup. Blessé, le guerrier regarde en arrière. Au milieu des hommes tombés, il crie à tout le monde d'attaquer car Ransen a l'intention de tous les tuer. L'un des hommes est d'accord, déclarant que s'ils ne collaborent pas, ils mourront tous. Ransen confirme qu'il les tuera tous et les met au défi de l'attaquer en même temps. Il bloque alors les multiples attaques de ses adversaires. Ransen empoigne son épée, se préparant pour la bataille. Il se concentre pour le prochain coup. Entouré, il se défend contre de multiples attaques tout en frappant en même temps, les tuant tous. Uxala le traite de salaud et fonce sur Ransen, essayant de le frapper avec son épée, mais Ransen lui tranche la tête en un instant. Les spectateurs le traitent de fou, disant qu'une telle chose est impossible. L'un des hommes se demande s'il est un grand maître. Ransen demande alors s'ils sont les hommes engagés par Ashley. Le groupe se révèle être la confrérie calcyrique. Il regarde ses nouveaux adversaires par-dessus son épaule. L'un des hommes s'agenouille et supplie d'être épargné. Ransen admet qu'il est un peu faible pour ce genre de situation. Il ordonne alors à tout le monde de s'agenouiller et de lever les mains. L'un des hommes demande s'il reste environ 70 personnes au total. Son épée à la main, Ransen décide qu'il est temps d'en finir. Il charge et abat plusieurs adversaires d'un seul coup. L'un des survivants déclare qu'ils ne peuvent pas le vaincre. Alors, l'homme crie à tout le monde de s'enfuir. Les hommes s'enfuient en panique à travers les ruines. Des flèches sont tirées dans leur direction. Les fugitifs sont touchés dans le dos. Au sommet d'un mur, 3 archers observent la scène. Jalran ordonne de ne laisser aucun ennemi s'échapper vivant. Les flèches continuent de frapper les hommes en fuite. Les derniers survivants se tournent vers la nouvelle menace. Katrina et le baron s'approchent, et elle annonce qu'ils sont également arrivés. Katrina s'avance et attaque les hommes avec son épée. Le baron se joint également au combat et abat un ennemi. D'en-haut, Jalran vise avec son arc. Ses flèches atteignent leur cible avec précision. Ransen court vers l'un des derniers hommes et l'attaque avec son épée. Le soleil commence à se coucher, et Ransen se tient au milieu des corps mutilés. Simolan s'approche à travers la dévastation. Il dit qu'il les a tous tués, et elle acquiesce. Ransen rapporte que toutes les personnes sur la liste rouge ou au-dessus ont été éliminées. Simolan lui demande pourquoi il a fait ça. Il répond simplement que c'était à cause de Lena. Ransen explique que ces hommes sont la raison pour laquelle Lena est devenue orpheline, et il déteste voir le nombre d'orphelins continuer à augmenter. Il veut que la ville qu'il gouverne soit un endroit où les enfants peuvent vivre et sourire, mais déclare qu'il était un mal nécessaire. Simolan rétorque que s'ils n'ont pas la force de chasser les monstres, la ville mourra. Elle déplore ne pas trouver de moyen de rassembler assez de puissance pour protéger la ville. Ransen sourit et lui demande s'il a agi sans réfléchir. Puis il suggère de fouiller des ruines. Simolan s'interroge sur l'idée de fouille. Il le confirme, mentionnant un endroit qu'il a visité récemment. Ransen parle de Mibavar, la déesse de la sagesse, l'une des 13 divinités antiques oubliées. C'était le lieu vers lequel on se tournait chaque jour, la cité des chevaliers. Là repose l'acier étincelant. Il explique que si la nouvelle des fouilles se répand, tous les guerriers du pays des voleurs s'y rendront. Un groupe de personnes chevauche en file indienne à travers une forêt. L'un des cavaliers demande si c'est vraiment sûr, bien qu'on leur ait dit de suivre les marchands. Un chevalier trouve étrange cette soudaine fouille de ruines, car il n'y avait aucune rumeur, surtout avec la ville en émoi à cause de la purge. Un autre homme remet en question la soumission des monstres et regrette d'être venu ici. Ransen songe que pour les marchands, moins de guerriers signifie moins de commerce, ce qui les laisserait certainement insatisfaits. Il se demande alors quelle sera leur expression plus tard. Ransen se tourne vers Kalserik et lui demande s'il a réfléchi à la question. Kalserik déclare que pour rembourser sa dette, lui et ses frères dédieront leur vie à son service pour l'année à venir. Mais il ajoute que rester de façon permanente demande plus de réflexion, car ils doivent en discuter avec leurs frères et régler des affaires dans leur ville natale. Ransen conclut qu'en fin de compte, il manque de conviction pour lui accorder leur confiance. Avec un sourire, Ransen dit que c'est dommage car c'est la seule chance de revendiquer un château en ruine. Kalserik réalise que le regard de Ransen n'est pas un simple bluff. Le groupe chevauche vers les ruines. En arrivant, les hommes s'interrogent sur le lieu, ne voyant qu'un tas de rochers. Ransen explique que pour les autres, ce ne sont peut-être que des rochers et des piliers, mais pour lui, l'endroit est familier. Il observe le magnifique site transformé, un lieu qui a en quelque sorte disparu. L'un des hommes fait remarquer qu'il ne voit aucune ruine. Ransen lui dit de regarder attentivement car tout ce qu'il voit sont des ruines. D'un mouvement d'épée, il tranche les lianes qui bloquent le chemin. Les hommes regardent devant eux et demandent si ce sont des murs. Le groupe tombe sur une immense structure couverte de mousse. Kalserik s'approche pour inspecter la construction. Il passe la main le long du mur et commente la technique architecturale sans jointure visible. Puis l'homme se demande si cela date de l'ère de la magie. Ransen sourit et demande ce que tout le monde attend. Il leur ordonne d'arracher la mousse. L'un des hommes répond par l'affirmative en fixant une statue recouverte de végétation. Un autre homme annonce qu'il a également trouvé quelque chose là-bas. Un troisième découvre que c'est aussi un mur. Il prévient alors qu'il y a une porte ici. Parmi les lianes, les hommes découvrent des morceaux de métal.
L'un d'eux identifie le matériau comme de l'acier russe. Il soulève alors une épée ancienne qu'il a trouvée. Un autre homme annonce qu'il a aussi trouvé une épée. Un troisième trouve une armure. Peu de temps après, l'un d'eux tient déjà 3 épées anciennes. Kelserik réalise que les rochers et les piliers sont en fait des bâtiments. Il demande à Ransen s'ils viennent de découvrir une cité antique entière. Ransen leur souhaite simplement la bienvenue. Il leur souhaite la bienvenue dans l'ancienne cité d'acier. Un homme commente qu'ils auront besoin de nombreux guerriers et explorateurs pour fouiller des ruines d'une telle ampleur. Il court vers Ransen en lui demandant un moment de son attention. Il les rassure en disant qu'ils discuteront des détails demain à leur retour en ville. Kelserik appelle alors le comte Ransen pour parler de l'affaire. Ransen se tourne vers Kelserik, l'interrogeant. Kelserik demande alors s'il peut revenir sur ses paroles. Il parle de rester ici de façon permanente, et Ransen commente à quel point il est étrange pour lui de le dire de cette manière. Quelques jours plus tard, des rumeurs se répandent dans le pays des voleurs à propos d'une ruine de la taille d'une ville à Kushan, où des guerriers sont recrutés. En entendant parler d'armes et d'armures anciennes, 2 hommes conviennent qu'ils doivent se dépêcher avant que d'autres ne les réclament. En quête de trésors et d'opportunités, tout le monde se rassemble et se dirige vers la ville de Kushan. Un nouveau jour commence dans la ville. Ransen dit au groupe que les 3 derniers jours ont été l'occasion de clarifier les choses pour tout le monde en ville. Il poursuit en affirmant que maintenant, ils savent qui dirige vraiment cet endroit. Le baron et Simolan savent que le vrai combat commence maintenant car ils devront défendre la ville contre les bêtes, les bandits, et même contre le comte lui-même. Ils sont au seuil d'un rêve, capables de façonner la ville, de reconstruire leur foyer, et même de fonder un nouveau royaume, et peut-être même de se venger de l'Empire et de reconquérir le royaume de Vanroa. Katrina et Daisy Néon écoutent attentivement. Jalran ajoute que cela s'applique aussi aux plus jeunes frères et sœurs, même ceux qui ne sont pas nés à Vanroa. Seclin et Néon déclarent que chacun d'eux fondera sa propre maison. Ransen les encourage à devenir plus forts et à rêver plus grand, à restaurer ce qui a été perdu et à construire ce qui n'a jamais existé. Il annonce ensuite qu'il les a appelés tôt car à partir de maintenant, ils s'entraîneront chaque jour à 7 heures. Ransen leur enseignera une forme d'escrime qu'il a récemment maîtrisée, une escrime pure revenue à l'essentiel, sans aura. Katrina demande pourquoi il ne leur enseigne pas les techniques d'aura. Il explique qu'ils apprendront l'épée elle-même et que la maîtriser les rendra plus forts qu'un maître d'armes. Elle demande alors si c'est pour cela qu'il est soudainement devenu si fort, et Ransen se contente de le confirmer. Katrina saute avec enthousiasme et lui demande de leur enseigner. Ransen leur sourit. Il leur demande ensuite de dégainer leurs épées car il va expliquer les règles. La première règle est que pendant l'entraînement, il est leur maître et ne se retiendra pas. La deuxième est que pendant 24 heures consécutives, ils ne doivent jamais lâcher leur épée, pas même pour dormir. Ils lèvent 3 doigts pour annoncer la troisième règle. Ils doivent bloquer comme ils le peuvent et contre-attaquer comme il le faut. Ransen s'excuse auprès de Katrina, mais déclare que les plus âgés reçoivent toujours la première raclée, puis la frappe au visage. Il dit qu'il ne la frapperait pas assez fort pour la blesser. Ransen explique qu'ils ne deviennent plus forts qu'après avoir été battus. Il leur dit ensuite de se concentrer comme si c'était un vrai combat, car le lien avec la lame ne s'approfondit que lorsqu'on la manie jusqu'à ce que l'esprit se vide. Ransen frappe Daisy avec son épée d'entraînement. Il lui rappelle qu'elle a un jour appelé ce grand frère, monsieur. Puis il attaque Semlan pour avoir conspiré avec les forces rebelles dans son dos. Seclin est également frappé pour avoir toujours agi comme un adulte. Jalran est le suivant, et il s'entend dire que c'est maintenant à son tour de se faire battre. Ransen fait une pause un instant. Il dit ensuite que la sensation est incroyable, peut-être parce qu'il n'a pas eu d'entraînement depuis longtemps. Jalran et Simolan le traitent de fou parce qu'il rit en les attaquant. Mais Katrina décide qu'ils ne vont pas rester là à se faire battre. Elle leur crie alors d'attaquer de tous les côtés à la fois. Le groupe se précipite sur Ransen, et il bloque les multiples attaques avec son épée. Ransen se tient au milieu de ses compagnons tombés au sol et demande si c'est tout ce qu'ils ont. Katrina est allongée sur le sol. Simolan et Seclin sont également à terre, elle dit qu'elle ne peut pas se relever et qu'il n'a qu'à la tuer. Ransen regarde le dernier guerrier encore debout. Son épée plantée dans le sol, Sarua s'appuie dessus pour se relever. Il se stabilise pour faire face à son adversaire. Ransen se souvient du moment de l'attaque coordonnée où les deux se sont affrontés. Le groupe entier l'a attaqué en même temps. Il a réalisé que l'alignement de la lame et la vitesse de Sorua étaient bons, mais son anxiété le faisait hésiter avant le contact. Il décide de l'observer un peu plus au lieu de lui mettre trop de pression pour le moment. À la fin de la journée, l'entraînement se termine. Ransen annonce alors qu'il est temps de se réunir. Allongé sur le sol, Simolan lui demande de simplement la tuer. Pendant ce temps, les rumeurs des ruines se répandent et parviennent aux oreilles du géant du Nord-Ouest. L'homme interroge son serviteur au sujet de la ville de Kushan. Le serviteur l'informe que Xia est mort et qu'une cité antique a été découverte. Avec un sourire, l'homme déclare que les cieux sont de leur côté et ordonne la préparation d'une armée composée des plus rapides et des plus expérimentés. Il déclare ensuite que ce qui compte le plus, c'est la vitesse. Arin, le roi Gaël et l'un des 5 rois du pays de Thèbes, déclare que cela faisait longtemps que son cœur n'avait pas battu aussi fort.